Quand la vie vous donne des citrons, faites-en de la limonade. Bienvenue sur le podcast des citrons, je suis Leslie Barbin et nous allons découvrir à travers ce podcast des parcours d'entrepreneurs de toute génération et de toute activité qui travaillent tous les jours pour développer leur entreprise contre vent et marée. Ils regorgent de créativité, de passion et ont tous un esprit aventurier. Un podcast qui retrace le parcours de chacun, au cours duquel on peut parler de la réalité d'un entrepreneur, des outils mis en place au quotidien, de l'entrepreneur humain, mais aussi face à cette crise mondiale, leurs évolutions ainsi que de celles de leur activité. Avec cette crise, beaucoup d'entreprises ont dû revoir leur business model. Il a fallu être réactif pour pouvoir pallier aux problèmes, le télétravail a dû être déployé en masse, les modes de livraison ont dû être éprouvés, les formations à distance ont été de plus en plus utilisées, les réseaux sociaux n'ont jamais été autant utilisés, et bien plus encore. Alors encore une fois, bienvenue sur le podcast des citrons. Nous allons essayer d'appliquer l'adage « Si la vie vous donne des citrons, faites-en de la limonade ». Aujourd'hui, nous allons rencontrer Sophie Repiquet, une jeune femme chef d'entreprise qui a su allier sa passion pour la décoration, pour son île La Réunion, ainsi que son goût du voyage. Pleine d'enthousiasme, elle nous raconte ses péripéties, la vie de son entreprise, les hauts et les bas de la vie d'un entrepreneur. Elle nous transmet surtout sa passion pour la création et la décoration. Bonne écoute! Alors bonsoir Sophie, merci d'avoir répondu à mon invitation pour l'enregistrement de mon tout premier podcast. J'ai hâte de pouvoir échanger avec toi. Alors bonjour Leslie, déjà je te remercie pour ton invitation, je trouve très intéressante. Donc je m'appelle Sophie Repiquet, j'ai 36 ans et je suis chef d'entreprise à Saint-Denis, à La Réunion. Alors qu'est-ce que tu fais exactement au niveau professionnel ? Alors j'ai ouvert en 2011 une boutique de décoration d'intérieur en centre-ville de Saint-Denis. La boutique a eu plusieurs phases de mutation, on va dire. La première phase était donc dans un petit local. Ensuite, quelques années plus tard, j'ai déménagé les locaux pour quelque chose d'un peu plus grand, pour avoir un peu plus de visibilité. Malheureusement, la rue dans laquelle j'étais n'a pas été, a subi l'effet gilet jaune, et beaucoup de commerces se sont arrêtés dans cette rue-là. Donc, avant effectivement d'en ressentir les effets, j'ai préféré faire une stratégie de prendre en option plutôt de déplacer ma boutique, et le local que je cherchais ne s'est pas présenté. Donc j'ai replié le showroom chez moi, ce qui effectivement correspond au style de ce que je fais, et puis en attendant de trouver autre chose. Et parallèlement à ça, donc au-delà d'avoir lancé le concept de vente privée exclusivement avec mon fichier clientèle, je fais de la vente en ligne sur mon site internet. Du coup, tu avais déjà eu un effet avec la crise des gilets jaunes, en fait. Ce qu'il y a, c'est que indirectement, c'est-à-dire que moi, j'avais été touchée par la crise des gilets jaunes, comme tout le monde, effectivement, pendant le mois de novembre et de décembre 2018. Néanmoins, les mois d'après n'ont pas été si catastrophiques que ça. Mais c'est vrai que quand j'ai vu que pas mal de locaux devenaient vacants, puisque les entreprises fermaient, et puis c'était aussi parfois des grosses entreprises en un portion de rue, je me suis dit qu'il valait peut-être mieux, effectivement, comme il y avait moins de clients quand même dans la rue, m'en aller plutôt que de rester là et de me retrouver dans une zone sinistrée et de subir les conséquences de plein fouet. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton parcours et comment est-ce que tu en es arrivé là aujourd'hui ? Alors, j'ai un parcours complètement atypique parce que c'est complètement... Enfin, j'ai pas du tout fait des études pour ça, de façon directe. Alors, à 18 ans, j'ai quitté La Réunion. J'ai déjà commencé par une année sabbatique parce que je savais pas exactement ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait pas mal de petits boulots, on va dire, à ce moment-là. Et puis, lors de ces petits boulots qui se passaient pour la plupart en métropole, j'ai trouvé une école de communication, les FAP, qui me plaisait pas mal, parce que j'avoue que j'aimais ni le droit ni les maths, donc ça me permettait de n'affronter ni l'un ni l'autre. Donc du coup, je me suis dit, bon, quoi, c'est une bonne idée, mes parents étaient d'accord, donc j'ai fait ça, et donc les FAP, c'est une école de communication qui a pas mal évolué dans sa thématique. Quand moi j'y étais, j'ai fait un master en fait en relations presse et en relations publiques.
Voilà. Donc, suite à ça, j'ai été embauchée dans une boîte de communication à Paris en événementiel. Et je t'avoue que, pour la petite histoire, assez rapidement, je me suis rendu compte, c'est mes parents qui m'ont prise en cas de Dieu un jour, en me disant que j'étais absolument pas faite pour avoir un chef au-dessus de moi et qu'il valait mieux que soit je travaille avec eux, soit que je monte en entreprise parce que ça allait pas durer très longtemps. Du coup, j'avais, je crois, 23 ans, donc je me suis dit, bon, monter mon entreprise, ça a toujours été mon souhait, mais là, c'est peut-être un peu précoce, à Paris, en plus, vivant à Paris, donc c'était un peu compliqué. Donc, je me suis dit, on va commencer déjà par travailler dans une société de famille, et puis après, on reverra l'option de créer sa propre société. Donc, ma mère avait une agence immobilière, donc j'ai travaillé pour l'agence immobilière. Donc, l'agence immobilière était basée à La Réunion. Et moi, je travaillais en métropole, je développais le réseau de vente de produits d'investissement immobilier en métropole. Donc j'ai commencé comme ça, et puis ensuite je suis rentrée à La Réunion parce que j'ai été lassée de Paris. Je suis rentrée à La Réunion et en rentrant à La Réunion, j'ai repris la gérance complète de l'agence immobilière parce que là, elle n'avait plus du tout envie de faire ça. Donc ce qui moi me convenait bien parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, je reprenais la main sur pas mal de choses. Et puis j'ai développé le portefeuille gestion de l'agence puisque à ce moment-là on avait une crise immobilière puisque le gros de notre activité était basé sur la défiscalisation. La défiscalisation c'est complètement essoufflé. Et du coup, j'ai fait le choix de développer le portefeuille de gestion de biens de l'agence, donc de la location. Et ce qui a été, ce qui s'est plutôt très bien passé, et ce qui nous a permis de faire face à cette perte d'activité qu'on a eue de façon assez violente. Voilà. Et puis donc ça a duré plusieurs années. Mais en parallèle de ça, j'estimais que je n'avais pas assez de travail. Donc, je me suis dit, monter une boutique qui a toujours été mon rêve, c'était le moment. Et du coup, je me suis lancée un peu, je dirais pas du jour au lendemain, mais c'était quand même quasiment ça. Et j'ai ouvert ma boutique, dont le concept est d'aller chiner en fait des produits en Asie. Donc, je vais en Thaïlande, au Vietnam, en Bali, en Inde, et puis récemment aussi en Afrique. Je suis allée au Maroc l'été dernier. Et de rapporter des produits qui sont faits main, de qualité, qui me plaisent. J'avoue que alors, souvent la tendance me plaît, hein, mais je ne suis pas forcément orientée tendance ou recherche de vouloir quelque chose qui va être vraiment un blockbuster en termes de vente, on va dire. Donc, je suis vraiment plutôt au coup de cœur et je le fais au sentiment. Et voilà. Donc, la boutique s'est lancée comme ça. Donc, évidemment, j'ai pas fait tous ces pays-là dès le début. Hein. Ça a évolué en fonction de l'offre, de la demande des clients et ce dont moi j'avais envie. Parce que c'est vrai que j'avoue que ce que j'aime bien faire, c'est faire selon mes envies. Moi, je me suis toujours dit que le matin, quand je me levais, il fallait impérativement que je sois heureuse dans ce que je fais. Donc, j'ai mené un peu les deux en parallèle. Et c'est vrai que la boutique me demandait plus en plus de temps, notamment parce que je me lance dans la création, c'est-à-dire que je crée mes propres produits, que je dessine, que je fais fabriquer dans ces pays-là et que je rapporte. Et puis, est arrivé en parallèle la création du site internet, donc de vente en ligne, qui est aussi assez chronophage. Voilà. Donc, et puis, je suis tombée un peu en désamour de l'immobilier. Du coup, les choses se sont arrêtées dans l'immobilier et je me suis consacrée à 100% donc, à ma boutique qui s'appelle Terre en Vrai. Et c'est vraiment, je fais ce que j'aime, je me lève le matin avec une vraie envie de travailler et je me couche le soir avec plein d'idées dans la tête et je me dis que les journées sont trop courtes malheureusement. Ça fait plaisir d'entendre ce genre de témoignage. Alors, comment est-ce que tu as eu ce goût pour cette aventure, pour le voyage? Alors, au début, c'était pas nécessairement ça. C'était vraiment l'envie de déco et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il faut que je fasse quelque chose que les autres font pas. Alors, vous allez me dire, oui, il y a plein de gens qui font des choses qui viennent d'Asie. Ouais, certes. Sauf que moi, quand j'ai eu cette idée, j'habitais encore à Paris. Donc, c'est quelque chose qui se faisait pas forcément à Paris. Sauf que monter une boutique à Paris, c'est pas du tout les mêmes budgets que monter celle à La Réunion et je suis assez indépendante. Et du coup, je voulais emprunter nulle part, ni une banque, ni à mes parents, en me disant les sous que j'avais mis de côté, ça me servirait pour ma boutique. Forcément, le pari de monter la boutique ailleurs qu'à La Réunion devenait très compliqué. Du coup, je me suis dit, bon, de toute façon,
la ville de Paris ne me convenait plus. J'ai toujours été une amoureuse transit de Paris, mais là, je ne voulais plus y vivre. Donc, je suis rentrée et effectivement, c'est quelques temps après mon retour que je me suis dit, le projet, c'est maintenant ou c'est jamais. Je suis plutôt du genre à avoir 10 projets dans la tête en même temps. Donc, je me suis dit, on procède par élimination. Tu l'as depuis que tu étais 18 ans. Donc, soit tu le fais, soit tu abandonnes l'idée, mais terminé, tu l'enterres et tu passes à autre chose. Et la prochaine, tu l'exploites. Donc, ça s'est un peu passé comme ça. J'étais un peu, on va dire, violente avec moi-même. Et du coup, je me suis débrouillée, j'ai fait un espèce de micmac pour avoir mon local. J'ai réussi à avoir un micmac parce que c'est un local de famille, donc j'ai réussi à négocier avec le locataire précédent qui s'en aille, de récupérer le local. Bon, tout en le faisant très cool, hein. Il est tout à fait d'accord. Et puis, j'ai pris mon billet d'avion un peu du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je sais pas si tu te souviens, sur Air Austral, on avait encore la possibilité de mettre des options sur les vols, ce qui ne se fait absolument plus, il me semble. Et du coup, je mettais une option. 3 jours après, il y avait l'option s'arrêtait. Puis je recontinuais. Puis je me suis dit, bon, à un moment, il faut que tu prennes ton courage entre tes mains et que tu y ailles. Et du coup, je suis rentrée un soir et je dis à mes parents, ouais, je pars. Ils m'ont dit, mais t'es folle, tu vas partir toute seule. Et je dis, bah, si, pourquoi pas, il y a plein de gens qui le font. Donc j'avais mes petits 27 ans en poche. Et là, mes parents se sont dit, elle est folle. Donc ils sont très protecteurs. Donc ils n'ont pas vu ça d'un œil hyper emballé au début, mais après ils savaient que j'étais pas non plus complètement, j'étais pas du genre à mettre ma vie en danger. Donc du coup les choses se sont faites, j'ai pris mon billet d'avion je crois un lundi, le mardi 8 jours après j'étais dans l'avion, j'ai booké pour tout te dire, j'ai booké mon hôtel 2 jours à J-2. J'ai trouvé un chauffeur en Inde à J-2 et donc je commençais par l'Inde et la Thaïlande, qui l'Inde effectivement n'était pas le plus simple, mais c'était comme ça. Donc du coup, les choses se sont passées comme ça, alors que je suis plutôt quelqu'un de très organisé. Là, ça s'est fait un petit peu en dernière minute, mais certainement parce que j'avais une certaine appréhension quand même de comment les choses allaient se passer, parce que c'était la première fois que je voyageais absolument seule de ma vie. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude de partir en couple, en copain, en famille, mais là, le grand bain, puis dans des pays que je ne connaissais absolument pas du tout. Donc voilà, donc effectivement, j'ai toujours aimé voyager, mais comme tout le monde, je pense. Après, je me suis jamais projetée d'avoir une vie avec autant de voyages. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais prévu, sauf que c'est quelque chose qui est vraiment plaisant. Au-delà du voyage en lui-même, c'est vrai que voyager pour son métier, c'est rencontrer, découvrir des cultures de façon complètement différente, de façon complètement pure, on va dire. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Ça me donne une ouverture d'esprit qui est extraordinaire. J'ai pour habitude de dire qu'en fait, on se découvre vraiment pendant les voyages. En fait, la plus belle rencontre qu'on va faire dans un voyage, où on est seul évidemment, c'est soi-même. Alors, la plus belle rencontre dans le sens, pas le sens vraiment beauté, mais la plus belle rencontre dans la rencontre la plus intéressante certainement, parce qu'en fait, on ne se connaît pas vraiment, je pense, quand on n'a pas voyagé seul, on ne connaît pas ses limites, on ne connaît pas ses capacités d'adaptation, ses capacités à gérer l'inconnu, à gérer le danger, à gérer le positif, sans trop non plus s'emballer. Et c'est vrai qu'on apprend vraiment tout ça quand on voyage seul, et on est le seul maître à bord. Donc, c'est vraiment passionnant. Alors, en effet, voyager seul, ça permet de mieux se connaître. Et est-ce que tu pourrais nous partager un trait de caractère que tu as pu connaître à travers tes voyages? Là, je m'en suis découvert beaucoup quand même, hein, parce que finalement, c'est là qu'on se rend quand on est dans le grand bain. Bah, je me suis découverte, je pense, une capacité de résilience, parce que je me suis retrouvée dans des situations quand même aujourd'hui que je trouve cocasses. Sur le coup, je ne trouvais pas du tout cocasse, évidemment. Et je me suis dit, comment on fait? Je suis au fin fond de l'Inde, je suis dans une certaine galère, et là, je suis dos au mur, il faut que je me gère. Il faut que je me gère seule. Et, et ouais, comment à ce moment-là je pratique tout en restant calme, parce que là, faire sa crise, faire son sa capricieuse ou son enfant gâté ou je ne sais quoi, ça ne fonctionne pas, hein, parce que là, on est seul avec soi-même, donc ça ne marchera sur personne, hein, clairement. Donc, il faut se trouver des solutions, et des solutions qui s'adaptent en fait aux personnes qu'on a en face de soi. C'est-à-dire que, alors, j'ai jamais été en danger, hein, clairement, mais c'est vrai que je me suis trouvée dans des situations où mes CB ne passent pas, parce que j'ai pris un type de carte qui n'était pas le bon, parce que
fatiguée de 17 heures d'avion, je me retrouve à faire 3 fois le mauvais code de ma carte bancaire, parce que je ne sais pas pourquoi l'appareil pour retirer des espaces a décidé d'avaler ma carte. Enfin bref, moi, il m'arrive quand même des trucs assez étranges. Et alors que j'avais tout hyper organisé, je pars avec une CB, avec tel truc, je fais déplafonner les cartes parce qu'il faut faire ça. J'appelle la banque parce qu'effectivement, il faut des conditions. Quand on est en voyage en Asie sur des cartes pro, il faut prévenir les sièges, enfin, le siège de la banque pour que, en fait, ils vous autorisent à partir, sinon ils vous bloquent la carte d'office. Bon, évidemment, je l'ai fait à chaque fois. Évidemment, ça n'a pas été suivi d'effet 2 fois, donc je me suis retrouvée des cartes bloquées. Enfin bref, ça a été... Voilà, donc les péripéties, quand on est là-bas, il faut les gérer, surtout que vous avez les numéros en 0800 ne fonctionnent pas quand vous êtes en Asie. Donc vous retrouvez dos au mur, il faut gérer votre situation. Et puis, papa et maman ne sont pas là, hein, donc clairement, là, on essaye de ruser pour comprendre, pour savoir, et surtout de rester hyper zen. Et d'expliquer en fait à la personne qui est en face de soi, qui subit la situation comme nous, qu'on n'est pas des mauvais payeurs, qu'on a des sous qu'on peut payer. C'est juste qu'à un instant T, là, on a un petit souci qu'il faut qu'on gère. Parce qu'en Asie, ils n'ont absolument pas les mêmes codes que nous. Et pour reprendre mon exemple de soucis, on va dire, bancaires, ils ne comprennent pas qu'on ne puisse pas appeler son banquier quasiment H24, hein, surtout en Inde. Ils ne comprennent pas qu'une banque ferme a des horaires et qu'on puisse avoir un plafond sur une carte ou que la banque, elle puisse couper notre accès parce qu'elle s'est trompée, qu'elle n'a pas bien enregistré le fait qu'on allait en Asie de telle date à telle date. Donc, et que eux, en fait, leur pays représente un danger. Donc c'est vrai qu'il y a cette adaptation qu'il faut avoir. Et moi, ces voyages m'ont appris, donc quand on apprend, on grandit. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup grandir. Et j'ai gagné aussi beaucoup en sérénité. En sérénité, donc effectivement, par rapport à tout ce qui a pu se passer pendant ces voyages. Parce que je vous dis, j'ai une petite collection d'anecdotes, hein, ce ne sont pas que les seules. Et c'est vrai que ces pays-là aussi, et notamment l'Inde, c'est un pays qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, et qui me touche beaucoup encore, et qui, pendant ce confinement d'ailleurs, me manque encore plus que d'habitude. Alors que je vais en Inde tous les 8 mois, donc c'est quand même pas, c'est pas comme si j'y allais tous les week-ends. Hein. Mais c'est vraiment des pays qui vous donnent une ouverture d'esprit qui est complètement différente, qui est radicalement opposée de la nôtre. Ils vont sur des choses qui sont plus saines, plus simples, plus humaines, même si parfois ça peut paraître paradoxal en Inde. Et ils vous apprennent à vivre autrement, et notamment votre vie professionnelle. Et c'est vrai qu'en ça, c'est extrêmement enrichissant. Alors en parlant de confinement, du coup dans le monde entier, et notamment en France, on est en plein confinement. Alors comment vas-tu ? Écoute, moi je vais bien. Alors apparemment, il faut pas le dire, parce que c'est pas très bankable de dire qu'on va bien en ce moment. Mais j'avoue que je le vis bien. Alors c'est vrai que le confinement, je m'y attendais pas trop. À ce moment-là, j'ai pas forcément suivi l'actualité internationale et nationale comme il le faudrait. J'étais plus focus sur une actualité locale, on va dire. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas forcément vu la chose venir. Et ce confinement, je l'ai au début pris... j'ai eu au début un petit peu de pression en me disant je vais rester enfermée chez moi pendant quelques temps. Je me suis dit 15 jours, c'est évident que ça allait pas être 15 jours. Donc dès le début, je me suis dit 3 semaines, un mois. Honnêtement, je ne m'étais jamais dit 2 mois. Et je m'étais dit qu'est-ce qu'on va faire ? Donc c'est vrai que moi j'ai une maison dont je suis complètement amoureuse, qui m'a demandé un gros travail de rénovation. Donc c'est vraiment un bébé qui relie toutes mes passions, c'est-à-dire mon amour pour la Réunion, mon amour pour la déco, mon amour pour le jardinage, etc. Donc comme dans toute maison, il y a toujours des choses à faire. Et du coup je me suis dit je vais faire quand j'aurai un temps, je ferai ci et je ferai ça. Donc la liste était extrêmement longue. Donc j'ai commencé par une semaine comme ça, et j'ai tout de suite je me suis tout de suite dit hors de question Netflix à gogo, hors de question de se mettre à dormir jusqu'à 10h du matin, hors de question de faire des siestes de 3 heures, hors de question de tout ça, parce que si tu rentres dans ce truc-là, l'oisiveté entraîne l'oisiveté, et après c'est le cercle vicieux. Donc même si c'est pas mon tempérament, le fait, ce que je craignais, moi qui suis pas une hyperactive, c'est le fait de voir le monde s'arrêter. Donc déjà que ça allait me faire un effet bizarre, ce qui était le cas, c'est que ça me fasse le même effet. C'est-à-dire que moi aussi, je m'arrête et que j'aille à l'encontre de ma propre personnalité et que du coup, j'ai une espèce de dérive. Donc, je me suis mis un petit programme sans me mettre trop de pression non plus, en me disant aujourd'hui, tu fais ci, tu fais ça, et je m'y tenais, tout en profitant quand même, surtout que j'avais une période un petit peu
dense avant, donc tout en profitant et en me proposant quand même un minimum. Et puis je me suis dit, semaine 2, en revanche, t'attaques ton travail parce que t'as beaucoup de travail de retard. Et il faut que t'attaques ton travail et prends ce confinement comme une aubaine. Alors certes, ça sera pas une aubaine financière, puisque en tant que chef d'entreprise, on ne touchait plus grand-chose, enfin plus rien. Après, on a la chance là, d'avoir eu quand même des aides. Mais prends-le comme une aubaine pour développer tout ce que tu n'avais pas développé, pour mettre en place tout ce que tu n'as pas mis en place. De la même façon que tout ce que tu n'avais pas faire dans la maison, tu vas le faire pour la boîte, et tu le fais. Du coup, j'ai géré le truc comme ça, et au final, j'avoue que je me suis un peu noyée dans mon travail. Alors noyée dans le sens positif, parce que je me rends compte que le matin, je me réveille. On va dire que je profite un peu pour m'occuper de 3 trucs dans la maison, arroser le jardin, voilà, faire 2-3 petits trucs basiques, la vaisselle, ranger, etc. Et après, je me mets à travailler et je me mets à travailler jusqu'à parfois minuit. Donc, ça a été même l'inverse. Je me suis retrouvée à me coucher à 3h du matin parce que j'étais sur mon écran d'ordinateur en train de tellement aimer ce que je faisais. C'est que j'avais complètement basculé dans le côté obscur du truc. J'étais devenue une espèce de geek, mais du travail, toute seule chez moi, enfermée, pendant que le monde s'était arrêté. Donc, je me suis dit, ça va plus du tout. Faut que je reprenne des horaires un peu normaux. Et après, je me levais pas à 10h du matin pour autant, hein. Mais je m'étais dit, voilà, j'étais tellement excitée par la découverte parce que je me suis mise en fait à développer le digital marketing pour la boutique. C'est quelque chose que j'avais pas trop touché, j'avais sous-traité, j'avais pas été très satisfaite des services qu'on m'avait fournis, même pas satisfaite du tout. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment ou jamais d'apprendre. C'est extrêmement compliqué d'apprendre déjà de comprendre et après d'apprendre. Et du coup, je me suis embarquée là-dedans, j'étais complètement passionnée, et je suis toujours passionnée, et donc du coup, je me suis mise en place une vraie stratégie de digital marketing, je me suis mise à fond, et puis j'ai commencé à voir les retombées, donc forcément, voilà, j'aime ce que je fais, je suis devenue un peu droguée. Voilà. Donc, je sais pas si c'est très reluisant, c'est comme ça. Du coup, aujourd'hui, quelle est ta journée type en tant qu'entrepreneur ? Alors, pendant le confinement ? Oui. Alors, pendant le confinement, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est vrai que moi, je travaille de la maison, donc de tout temps, boutique ou pas boutique, boutique au showroom, même à ma mutation. C'est vrai qu'à la boutique, j'avais la chance d'avoir des employés, donc du coup, qui s'occupaient très bien de ma boutique. Donc du coup, c'est vrai que moi, je leur laissais la main libre là-dessus. Bon, c'est moi qui refaisais la déco, etc. C'est moi qui donnais le tempo, mais elle faisait la vente, etc. Et moi, j'y allais de temps en temps parce que j'aime bien voir les clients, parce que ça leur faisait plaisir aussi de leur donner des conseils. Mais c'est vrai qu'en règle générale, je les laissais gérer la boutique. Donc du coup, j'étais déjà habituée à travailler de chez moi, donc ce qui n'est pas forcément une forme de télétravail, puisque mon travail peut se faire n'importe où et que je n'ai pas besoin d'être en rapport avec quelqu'un d'autre. Donc je travaillais déjà de chez moi et j'ai toujours beaucoup aimé ça parce que c'est une forme d'organisation qui me convient bien, et j'ai un peu l'impression d'avoir être dans un monde parallèle, c'est-à-dire d'avoir un planning qui est le mien, donc que je me fixe. Et même si je le fais pas, c'est-à-dire que me dire que je peux me faire une journée plage dans la semaine, même si je le fais pas encore une fois, l'idée me séduit tellement que je suis super contente. C'est aussi le beau côté du chef d'entreprise. Mais c'est vrai que l'envers du décor, c'est qu'on bosse 6 jours sur 7 généralement. Mais c'est vraiment dans cette idée-là. Mais là où je voulais en revenir, donc pour la journée type du chef d'entreprise, donc en tout cas ma journée type pendant le confinement, ça n'a pas beaucoup évolué, si ce n'est que même si mon organisation n'a pas réellement fondamentalement changé, puisque ça n'a pas fondamentalement changé ma journée type de travail, puisque moi mes codes restent les mêmes, mon cadre reste le même, ça a changé que le fait de me dire que le monde s'arrêtait, finalement ça me donne plus de temps. C'est hyper étrange, parce que c'est entièrement psychologique, et du coup c'est comme ça que je me suis mis à me donner un peu une course contre la montre à moi-même, en me disant ah ouais, mais le monde s'est arrêté, c'est le moment de moi de gagner du temps. Et en fait mon organisation est un peu différente, c'est-à-dire que j'ai l'impression de faire plus de choses encore pour la maison, et en même temps j'ai l'impression de plus bosser, c'est même pas une impression, c'est la réalité, je bosse plus. Donc le matin je me réveille, je vais commencer à ranger 2-3 trucs, je fais comme tout le monde, mon lave-vaisselle, ma machine, mon truc, etc., arroser le jardin. C'est vrai que le moment du petit déjeuner est important pour moi, parce que c'est un moment d'inspiration, parce que moi je suis dans mon jardin, sur mon perron, donc je m'inspire un peu de ce qu'il y a autour, j'avoue.
Et ensuite, je vais me mettre tout doucement, une fois que je suis prête, etc., habillée, maquillée. Je vous avoue que non, je t'avoue que non. Si je ne me maquille pas en ce moment, je ne suis pas habillée comme si je devais être en représentation dans la rue. Après, je suis quelqu'un qui n'aime pas traîner ni en pyjama ni en jogging, c'est pas mon truc. Mais je vais toujours m'habiller maison, mais maison qui va me plaire à moi en tout cas, pour que je sois bien et que j'ai l'impression d'être quand même bien présentée, d'être nickel. Comme si j'avais besoin de ça, parce que j'ai besoin de ça. Et ensuite, donc ma journée commence et je commence à traiter mes mails et puis les commandes, à partir du moment où si j'ai des commandes. Et là, mes réseaux sociaux, je traite mon administratif, je traite tout ce que j'ai à traiter. Et là, ça prend le pli d'une journée normale. Et je fais une petite pause déjeuner. J'avoue que je suis pas mal en relation avec les copains, mais bon, ça reste comme toute l'année. C'est vrai que c'est aussi le luxe du chef d'entreprise, c'est qu'on peut rester connecté avec les copains, et que le fait est que j'ai beaucoup de copains qui sont également chefs d'entreprise, donc on a un accès facile au téléphone, etc. Puis moi, j'ai WhatsApp sur l'ordinateur, donc qui est un outil de communication top, et qui l'est aussi pour le travail, parce que je communique énormément sur WhatsApp, que ce soit avec mes fournisseurs ou avec mes clients. Donc du coup, ouais, je ne me coupe pas du monde. Au contraire, je reste très connectée et tout en m'impliquant beaucoup plus dans mon travail. Et puis, je fais un peu de sport en live avec mon coach. Donc voilà, ça a un peu changé ma vie. Là, j'avoue que là-dessus, j'ai gagné du temps puisque j'ai pas le trajet à faire. Et puis ma journée s'arrête au moment de dîner. Donc soit effectivement, je me dis que pour aujourd'hui j'en ai un peu assez et que j'ai un peu peur de me lasser. Donc là, à ce moment-là, je vais prendre mon iPad. J'ai pas de télé en fait, hein. Donc moi, tout se passe sur l'iPad. Pour moi, c'est mon outil préféré à la maison en termes de télécommunication, etc. Donc à ce moment-là, je vais regarder une émission, je vais regarder une série, je vais regarder un film, je vais regarder quelque chose, des infos, etc. Ou sinon, je me remets à travailler. Si mes idées ne quittent pas ma tête et que je sens que je vais pas pouvoir dormir parce que je vais être connectée à mon travail, du coup, je me remets à travailler. Et puis, quand je suis fatiguée, je vais me coucher. Voilà. Donc, j'ai une vie un peu de geek chez moi, là, j'avoue. Alors, du coup, qu'est-ce qui te fait sourire en arrivant au boulot le matin, en commençant ta journée de travail? Qu'est-ce qui me fait sourire? Ce qui me fait sourire, alors en ce moment, ce qui me fait sourire, c'est que j'ai... pour les commandes que j'ai passées, puis j'ai passé une petite campagne sur les réseaux sociaux auprès de mes clientes en leur demandant de m'envoyer des photos de la mise en situation de leurs produits qu'elles avaient achetés chez moi. Et j'avoue que souvent j'en ai le matin parce qu'il y en a qui sont infirmières, donc qui me postent ça tôt le matin avant d'aller travailler ou voilà, qui vont le faire dès le matin. Et c'était le cas encore aujourd'hui. Et aujourd'hui j'en ai 2. Et j'avoue que ça me met des étoiles dans les yeux parce que ça me conforte dans ce que je fais, parce que ça me montre bien que si elles ont envie de me faire un tour, c'est qu'elles sont contentes, parce que je leur mets pas le couteau sous la gorge. C'est qu'elles ont envie de partager ça avec moi. Et là où je suis d'autant plus contente, c'est que mes clients ont des super idées et que c'est un vrai échange en fait, parce que pour moi c'est un échange. Mon travail, évidemment, je suis comme tout le monde, j'en ai besoin pour vivre, hein, donc il y a la partie financière qui n'est pas à négliger, mais je le fais pas avant tout pour ça, je le fais vraiment avant tout parce que je l'aime et parce que je suis complètement passionnée. Et le fait de pouvoir échanger avec mes clientes, des photos, un retour sur quelque chose, etc., c'est vraiment extrêmement important pour moi. Et ça, j'avoue que ça me met dans une forme olympique. Donc autant vous dire que là, je redouble de capacité à travailler. C'est sûr que voilà, là c'est top. Alors, Terre Ambrée, quelle est l'histoire qu'elle souhaite raconter? Quelle histoire que Terre Ambrée souhaite raconter? Terre Ambrée, c'est effectivement un amour de la déco, que j'ai par mon père, qui m'a, parce que je pense que ça s'éduque. Donc il y a des choses comme ça qui s'éduquent et ça s'éduque. Donc j'ai été éduquée là-dedans très 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 tôt. Et cet amour, donc une amour passion, enfin c'est une passion. Je l'ai développé. J'ai développé pour me faire plaisir. C'est vraiment l'idée de Terre Ambrée, c'est de se dire que je me faisais plaisir et que quand je me faisais plaisir soit en choisissant les collections, soit en les dessinant et du coup en les proposant à mes clients, c'est de leur faire plaisir à eux aussi. Et quelque chose qui est très important pour moi, c'est que je souhaite avoir des choses qui ont soit une vie, parce que tous les meubles que je fais sont des meubles anciens, donc c'est des meubles qui ont une vie, on leur donne une seconde vie en les prenant, donc c'est aussi un sens écologique qui est très important à mes yeux. Et c'est également avoir des choses, mettre en valeur l'artisanat. Donc l'artisanat peut avoir un côté assez
vulgarisé dans l'esprit des gens. Donc c'est pour ça que je préfère prendre le terme anglais handmade, parce que c'est vraiment le fait main, c'est vraiment le savoir-faire, de techniques parfois qui sont ancestrales. Et essayer de les valoriser, de continuer à les valoriser, et montrer qu'en fait elles peuvent être modernisées. Parce que l'idée de Terre en Vraie, c'est de prendre des choses anciennes pour les meubles, mais quand même avec des lignes qui sont relativement contemporaines. Et c'est également de faire en sorte que tout ce qui est artisanat, donc production sur commande, soit à ce moment-là donc d'inspiration soit par la technique, soit par des formes, etc., anciennes, mais avec une touche de modernité pour qu'ils s'adaptent à nos intérieurs d'aujourd'hui. Alors, lorsqu'on entre au showroom, quelle serait notre première impression ou quelle est l'ambiance qui s'en dégage? Alors, le showroom est particulier. Dans le sens, en fait, donc j'ai mis le showroom dans ma maison. Parce qu'en fait, au début, moi, quand le local s'est pas fait, pour être tout à fait franche, le local s'est pas fait, le local où je devais aller, qui était mieux placé que le mien. Quand ça s'est pas fait, j'ai pas paniqué. Ça, c'est mes ressources indiennes que j'ai acquises en Inde. J'ai pas paniqué. Je me suis dit, cool, ça va me faire un peu de vacances. C'est pas si mal. Je me mets off pendant quelques temps. Le site va tourner de toute façon. Donc bon, je vais peut-être pas gagner ma vie aussi bien. Mais si je peux, j'aurai plus de charge. Donc je prendrai ce que j'aurai. De toute façon, c'est écrit comme ça, Inch'Allah. Et sauf que c'est arrivé, puis donc là je me dis le local arrivera quand il arrivera, et je me suis dit avant, donc ça s'est passé au mois d'octobre, je me suis dit avant Noël j'aurai un local, c'est sûr, j'ai remis ciel et terre, j'aurai un local, il y a un truc qui va tomber pour moi. Au final, pas de local, et sauf que moi toutes mes commandes étaient passées comme si dans l'idée que j'avais mon local suivant en fait. Et bim non, mais sauf que quand vous avez un conteneur de 40 pieds qui arrive dans l'île, là, il faut le gérer. Donc là, je me suis dit, tu t'es peut-être un petit peu emballé. Tu aurais peut-être dû arrêter un peu tes plannings de commandes à un moment. Et, mais non, tu étais tellement prise d'aller en Inde, tu étais tellement convaincue que le local, ça allait se faire et que de toute façon, tu allais trouver une solution, que là, tu es un petit peu dans une impasse. Donc bon, j'avais ça, mais j'avais aussi les groupages qui arrivaient. Parce qu'en fait, ma méthode de fonctionnement, c'est qu'un pays, une provenance, un envoi en fait. Donc l'Inde, c'est sous forme de conteneur, donc c'est 40 pieds, ce qui est absolument considérable, en tout cas pour moi. Et ensuite, après, j'avais le Maroc sur la touche, j'avais Bali sur la touche, j'avais la Thaïlande sur la touche, tout arrivait en fait. Et je me dis, ok. Et là-dessus, mes copines me disent, écoute Sophie, tu mets le showroom chez toi. Je dis, ouais, écoute, j'y ai pensé, mais c'est pas sûr, tu vois, d'avoir envie d'avoir la clientèle chez moi. Parce que moi, j'ai un concept de la maison. Vraiment, c'est comme une enveloppe psychologique en fait. C'est pas forcément comme une enveloppe physique. Du coup, je leur dis, je suis pas forcément sûre d'avoir des gens que je connais à peine, même s'ils sont pas désagréables au demeurant, chez moi. C'est assez particulier pour moi. Et puis bon, le 40 pieds arrivant, autant vous dire qu'il a fallu que j'en fasse quelque chose. Du coup, je l'ai mis chez moi. Et là-dessus, branle-bas de combat, parce qu'une maison, elle vit, une maison, elle attend pas qu'un 40 pieds débarque. Donc, il a fallu enlever pour remettre, pour organiser. Donc, j'ai pas vidé la maison du sol au plafond. Alors, j'ai de la chance parce qu'elle est pas petite non plus. Donc, j'ai pu me réorganiser. Donc, j'ai pris un stock à part où je stocke pas mal d'ailleurs toujours, qui est une vraie solution, qui est une vraie solution pour moi et qui l'est toujours. Et donc et c'est vrai que c'est pour ça que je disais que c'est un peu particulier, c'est-à-dire que ça fait sens. C'est ce que je disais initialement. Ma boutique dans ma maison, c'est raccord. En fait, la boutique, je l'ai fait parce que je choisis tout avec mes sentiments et c'est vraiment ce que je fais. Et je pense que la boutique traduit bien mon état d'esprit, ma façon de penser, parce que c'est vraiment ce que j'ai au fond de moi. J'achète avec mes sentiments, et je crée avec mes sentiments. Et la maison, c'était la même chose. La maison, c'était un énorme coup de cœur. Et du coup, coup de cœur, et puis une espèce de chance inouïe aussi du coup de l'avoir, que c'est moi qui l'ai. Et au final, ça faisait sens. En fait, tout devenait cohérent. C'est-à-dire que, comme quoi, finalement, une déconvenue, parce que moi, je parle pas d'un échec de ne pas avoir eu ce nouveau local, je parle plutôt d'une déconvenue, m'a donné une chance top. C'est-à-dire que, au-delà de pouvoir perdurer l'activité de vente de la boutique via ce showroom, j'ai pu également en fait réunir toutes mes formes d'expression dans un seul et même endroit. Donc la maison, donc où j'ai eu quand même c'est un gros projet de rénovation, j'ai eu 10 mois de travaux dans ma maison. Donc, ma maison qui était mon gros projet de rénovation, la boutique que je mettais dans la maison, et tout qui prenait sens en fait. D'un seul coup,
tout a pris sens en fait dans ma vie et ça a été comme une évidence. Donc là-dessus, bon, sachant que je faisais déjà les shootings photos à la maison dans des conditions réelles pour mon site internet, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc là, tout prenait sens parce que c'est vrai que je voulais donner une dimension réunionnaise aussi à mes collections. Et donc effectivement, l'impression, c'est une impression qui n'est pas une impression de boutique comme ça peut être le cas auparavant, c'est vraiment une impression on rentre dans l'univers de quelqu'un. Et vraiment, rentrer au showroom, c'est rentrer dans mon univers. C'est rentrer dans ce que je fais, c'est rentrer dans ce que j'aime avec mes tripes. Donc après, on peut ne pas aimer. Moi, j'entends parfaitement qu'on n'aime pas ce que je fais. Mais en tout cas, quand on rentre, et c'est ce que me disent souvent mes clients, c'est qu'on sent que je l'ai fait avec mes tripes. Donc, ça reflète vraiment ma personnalité et ce que je suis. Donc, c'est vrai que c'est l'importance de la déco dans ma vie, cette passion, l'importance de mon métier, parce qu'effectivement, je suis complètement fan de ce que je fais et de ma vie professionnelle. Je suis très épanouie dans ce que je fais. Et effectivement, mon amour avec cette maison, et cette maison qui représente pour moi la culture réunionnaise, parce que c'est une maison typique, et qui du coup a un rapport avec mes racines. Donc tout est intimement lié, et c'est vrai que c'est un résumé tout fait sens à ce moment-là. Donc oui, on a une impression de me découvrir, je pense, personnellement en rentrant dans mon showroom. Alors, quels ont été les grands développements depuis la création de Terre Ambrée ? Les grands développements, déjà, alors, dans la tête d'un chef d'entreprise, il y en a pas mal. Donc, développement, donc, premier step, j'avais une petite boutique donc, qui faisait à peu près 50 mètres carrés, que j'ai adoré. J'ai eu beaucoup d'émotions quand j'y retourne à l'occasion. Deuxième step, du coup, là, j'ai décidé au niveau pratique, j'ai décidé donc de changer de local pour être mieux placée, parce que pour moi, je considérais que c'était un tournant supplémentaire, et puis d'avoir plus grand, parce que là, les murs commençaient à être un petit peu trop proches dans le local précédent. Donc là, on est passé à 140 mètres carrés. Et parallèlement à ça, ça a été aussi, un tout petit peu avant, parce que déjà dans la première boutique, j'ai eu la possibilité, c'est quelque chose qui va paraître tout bête en fait, mais c'est de créer des propres étiquettes avec sa marque. Et ça, c'est vraiment l'aboutissement. C'est vraiment, je pense que c'est un peu comme un parent qui voit son enfant marcher ou son enfant parler pour la première fois. Quand on est chef d'entreprise et qu'on lance sa marque, ses propres produits, voir son petit nom ou qu'on a décidé, alors moi je dirais pas que Terre Ambrée, je l'ai décidé de façon farfelue, c'était un travail, mais on l'a décidé en disant ça va être ça, sans se rendre compte de tout ce que ça allait impliquer derrière comme conséquence, sans savoir jusqu'où ça allait nous amener. Mais on se dit on l'a là, et potentiellement je vais avoir des gens qui vont avoir le petit nom de ma boutique écrit sur l'angle d'un coussin, sur le dos d'une boîte, sur le bord d'un rideau, sur un paréo à la plage. Et ça m'a fait un effet extrêmement étrange, donc de satisfaction, en même temps d'avoir l'impression d'avoir un costume un peu trop grand. Donc parfois ça fait ça. Quand on est dans des développements, on a l'impression d'avoir un costume un peu trop grand. On dit non mais en fait, apparemment, je suis à un niveau qui n'est peut-être pas le mien. Et en fait, il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau. C'est pas parce que j'ai une étiquette sur mon coussin que j'ai le niveau d'une marque internationale. C'est pas parce que j'en ai pas non plus que pour le coup mes produits ne valent pas le mérite ni d'être vus, ni d'être vendus, ni d'être achetés. C'est juste que du coup ça projette. En fait, on a l'impression d'être grand. En fait, on n'est pas grand. Il n'y a pas de costume trop grand. Il n'y a pas de. C'est un step dans la tête du chef d'entreprise parce que c'est un objectif à atteindre, c'est un objectif qu'on a envie de franchir. Alors encore une fois, quand on est dans mon circuit à moi, parce que après il y en a qui sont revendeurs de marques, et c'est très bien, qui eux ambitionnent de revendre d'autres marques qui sont propres à leur secteur d'activité, et qui du coup à mon avis voient ça comme moi je vois le côté étiquette de mon Terre Ambrée. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper nourrissant. On a l'impression qu'on a passé un cap. Mais le cap en fait on le passe surtout pour nous, on va dire. C'est vrai que le client ça lui fait plaisir parce qu'il voit l'étiquette et qu'il se dit c'est cool, ça donne une espèce de stabilité en fait pour le client. Mais voilà, donc ça c'était vraiment le deuxième cap. Troisième cap, c'était déménager dans le plus grand local. Quatrième cap, c'est le site internet qui a été que j'ai fait au forceps. Honnêtement c'était très compliqué, donc c'était très très difficile de sortir ce site internet, mais il a vu le jour. Et puis la cinquième étape, c'est le showroom. Donc après, mais c'est vrai que je suis en pleine réflexion du coup avec ce showroom sur l'importance d'une boutique physique. Est-ce vraiment bien important ou non ? Est-ce que le showroom en fait il a un fonctionnement particulier ? C'est-à-dire que je ne l'ouvre pas comme une boutique type 10h, 18h tous les jours d'année, ça passe pas un an que j'ai ouvert le showroom, mais je l'ouvre à la carte. C'est-à-dire que je l'ouvre quand moi, entre guillemets, ça m'arrange.
Donc il faut pas le voir comme un côté j'ai besoin de bosser ou j'ai pas besoin de bosser, c'est pas ça l'idée. C'est qu'en fait on se rend pas bien compte de tout ce que ça implique que d'avoir une boutique, que ce soit la mise en place, que ce soit de faire tourner les collections, que ce soit de gérer les stocks, que ce soit la partie administrative, la partie comptable, que ce soit la partie création, que ce soit la partie importation de marchandises. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, via le showroom, je n'ai pas d'employé, donc du coup, je fais tout moi-même, ce qui en soi ne me pose aucun problème, mais qui génère quand même une charge de travail relativement importante. Donc, ça m'offre cette possibilité de choisir, et puis ça relève aussi d'un concept. C'est-à-dire que je pars de l'idée que, comme ma formule est un peu spéciale, que c'est un showroom, que c'est chez moi, alors on n'a pas accès à mes parties privées, bien entendu, mais que ça reste quand même chez moi, et les clients le savent, on s'en rend compte assez rapidement. Moi, c'est vrai que je ne dis pas nécessairement. Il faut rester sur un concept à part. Et le concept à part, on doit le tenir d'un bout à l'autre, à mon sens. Et donc, ça veut dire sur des horaires d'ouverture à part. Et du coup, j'ouvre en vente éphémère. Donc, ça va être, par exemple, pour le mois de Noël, j'ai ouvert du 15 décembre au 24. Voilà. Après, j'ai fermé. J'ai pas ouvert avant, je crois, la 3e semaine de janvier, voire peut-être plus. Je sais plus exactement les dates. Là, j'ai ouvert par week-end. Donc, je partais du principe que j'ouvrais le jeudi, vendredi, samedi, pour créer un peu un effet buzz, un effet client. Et puis, c'est vrai que les clientes, ça leur a assez plu. Donc, certaines n'ont pas tout à fait compris le concept. Pourtant, j'ai communiqué, mais j'ai pas dû assez bien communiquer là-dessus, puisque c'est un concept. C'est vrai que le concept de vente éphémère, de boutique ou de showroom éphémère n'est pas du tout répandu à La Réunion. Mais voilà, j'essaye donc d'éduquer, entre guillemets, éduquer pas dans le sens péjoratif du terme, mais de faire évoluer effectivement cette idée-là dans l'image, dans l'esprit de mes clientes, et de m'offrir cette possibilité donc d'ouvrir quand ça m'est possible, quand mon organisation le permet, et aller dans ce sens-là. Tu nous parles de la création de ton site internet, du concept de showroom, comme tu le dis, qui n'est pas très répandu à La Réunion, du digital marketing que tu commences depuis tout récemment. Comment est-ce que tu mises sur l'innovation pour le développement de ton entreprise? Alors ça, c'est une question hyper pertinente. Alors moi, je suis très admirative de quelque chose que je ne pense pas forcément savoir faire, mais que quand je le vois chez les autres, je suis absolument stupéfaite. Les gens qui sont avant-gardistes, alors que ce soit dans la forme ou dans le fond, peu importe, mais dans des idées de création d'entreprise, de développement, dans des méthodes, etc. Je avoue que je suis complètement épatée par ça. Je vais prendre un exemple. Tu vois, par exemple, Mythique. C'est quelque chose sur lequel j'aurais pas misé un copec au départ. Quand je vois l'engouement, alors Mythique, ça date plus d'hier maintenant, et c'est vrai que je suis toujours sidérée par l'engouement. Même si je le comprends socialement, l'intérêt, il y a un intérêt évident d'un site comme Mythique, mais je suis toujours sidérée. Donc là-dessus, j'ai pas mis un copec. Il y a autre chose aussi, comme exemple, il y a Captain Contrat, donc c'est un site effectivement où on peut récupérer des contrats en ligne, où là, ça a été évident, mais évident, et sauf qu'en fait, c'est évident à partir du moment où ça existe. C'était pas évident avant. Et là, pareil, c'est des jeunes start-upers, on peut prendre ce terme qui est très à la mode, etc., mais qui ont monté ce concept qui cartonne, qui aide énormément de gens, et dont moi, j'ai déjà vu télécharger sur Captain Contrat, et je trouve ça génial. Et c'est vrai que je suis assez fascinée par ça. Après, il n'y a pas forcément que des gens qui sont extrêmement connus, il y a aussi des gens qui sont dans nos entourages. Moi, j'ai des copains, et j'en ai un auquel je pense, qui moi, me fascine, même si il est très humble. Moi, il me fascine parce qu'il a toujours des idées de dingue, il a toujours des méthodes de gestion administrative et de développement, de mise en place, d'études de marché, etc., qui sont complètement dingues. Et c'est vrai que moi, je m'inspire beaucoup des autres, je regarde vraiment ce qui se passe à côté de moi pour essayer d'évoluer là où j'estime que je suis pas bonne, et de toute façon, je pense que j'ai des choses à améliorer dans absolument tout. Il y a des choses où j'ai plus de lacunes que d'autres, des choses auxquelles je pense absolument pas et que je vois les autres faire, et je me dis, si, il faut que je le fasse, faut que moi aussi je puisse être capable de faire ce genre de choses, etc. Non pas pour me mettre au niveau des autres, mais parce que j'estime que ça va me servir à moi. Donc c'est vraiment pas dans un esprit de compétition, mais dans un esprit d'évolution positive. Et du coup, c'est vrai que donc j'ai cette amie qui a toujours un peu d'avance. Et c'est vrai que quand on voit ces gens qui ont toujours un peu d'avance, qui arrivent à changer leur fusil d'épaule, qui se disent ouais, moi je ferais ci, je ferais ça, etc., je me dis génial. Et c'est vrai que quand j'ai fait le choix de fermer le local parce que j'avais un peu peur, moi, de souffrir de la situation de la rue,
je me suis dit, non pas parce que j'avais envie d'être comme les gens que j'admirais, mais Sophie, il faut que tu aies un peu d'avance parce que là, si toi tu l'as pas et que les choses se dégradent dans les prochains mois parce que la rue commence à devenir vide, tu vas te retrouver à mettre la clé sous la porte. Et le problème, c'est qu'au-delà d'avoir des difficultés financières, c'est que tu vas avoir des difficultés morales. Et repartir, ça va être très très compliqué. Donc du coup, j'ai fait cette tentative-là. Et là, je me suis dit, repensons mon métier, repensons les choses, regardons ce qui peut être fait. Alors, il y a beaucoup de gens qui font déjà du digital marketing, qui font déjà de la vente en ligne, donc du digital marketing. Il y a beaucoup de gens qui font effectivement des boutiques éphémères en métropole. Le concept est très, très répandu. Je ne pense pas que j'importe ou j'innove là-dedans. Alors, au niveau local, oui, certainement. Mais c'est vrai que j'essaye, et c'est encore aussi le cas là pendant mon confinement. Mes réflexions portent sur l'intérêt aujourd'hui de continuer à travailler comme on le faisait. Est-ce qu'aujourd'hui, moi en tout cas dans mon cas, je ne remets pas en question pour tout le monde, est-ce qu'aujourd'hui j'ai encore un intérêt à avoir une boutique? Si oui, peut-être pas pour les mêmes produits. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que je peux vendre en ligne? Qu'est-ce qui se vend en fait? Dans le pouvoir, c'est vraiment dans qu'est-ce qui se vend en ligne, raisonnablement. Qu'est-ce qui se vend moins bien? Qu'est-ce qui marche en boutique? Qu'est-ce qui marche moins bien? Parce que étonnamment, on ne vend pas nécessairement les mêmes choses sur un site de vente en ligne qu'en boutique, ce qui est très surprenant. Alors que les clients sont les mêmes, mais ils ne sont pas touchés de la même façon. Parce que la mise en scène, parce que il y a des choses qu'on a besoin de toucher, d'autres pas. Voilà, et tout ça, en fait, génère des réflexions qui me font repenser ma façon de travailler, de voir mon métier, de l'intérêt d'avoir une boutique, un showroom, un site internet, rien, faire des ventes éphémères, ouvrir toute l'année. Et ça me fait vraiment réfléchir à tout ça. Donc, et après, je reste enclin sur... il faut faire attention parce qu'on est dans une situation, et là, je parle même post-confinement, on est dans un contexte économique extrêmement tendu. Et si on n'est pas en permanence en train de se remettre en question sur son modèle économique, on risque fort d'y laisser des plumes. Donc, soit au mieux, on vive au train, au pire, on y laissera des plumes. Donc, le souhait, c'est vraiment d'avancer, d'évoluer, de continuer à faire ce que j'aime, parce que c'est vraiment là mon moteur. Et pour ça, il faut que je sois capable, non pas de me bercer par mes créations et par mes délires de déco. Il faut que je sois capable de remettre tout le temps en question mon modèle économique, et c'est ce que je fais là plus que jamais. Donc je suis plus du tout sur un modèle économique classique, mais qui me montre qui fonctionne en fait, et c'est ça qui est assez étonnant, parce que j'avoue que le showroom, j'avais pas plus misé ça dessus, d'autant plus qu'au-delà des horaires et du concept de période d'ouverture qui sont quand même relativement restreintes, je suis restée dans l'idée de ne communiquer qu'auprès de mes propres clients. Donc oui, j'ai communiqué un petit peu sur Facebook, mais sans jamais sponsoriser mes posts. Donc l'algorithme Facebook fait que du coup ça restreint complètement la visibilité, mais et je l'ai fait sur Facebook parce que j'ai pas tous mes clients en portefeuille clients, parfois ils sont simplement sur Facebook, et voilà. Et ça reste néanmoins des clients qui ont déjà acheté des choses chez moi. Donc c'est vrai que l'idée c'était de créer ça, de créer un peu des ventes exclusives, d'avoir une relation client qui était complètement différente. Ça a fonctionné, ça continue de fonctionner. Là, je trouve que le digital marketing porte ses fruits également. La vente en ligne, c'est déjà le cas, mais ce que j'ai mis en place ces dernières semaines commence à se concrétiser. C'est intéressant. Alors, je dis pas que pour autant, je vais en tirer des conclusions dès maintenant parce qu'elles seraient quand même hâtives. Néanmoins, je ne dis pas il me faut un local dans 2 mois, et je ne me dis pas non plus j'arrête le showroom dans 3 semaines ou je continue le showroom le 11 mai. Je reste dans l'expectative, je reste hyper vigilante, j'essaie d'analyser un maximum la situation, les différentes possibilités qui s'offrent à moi, et puis après elles ne sont pas uniques, il y a peut-être d'autres choses auxquelles je ne pense pas aujourd'hui qui sont des perspectives intéressantes, et c'est vrai que j'essaie d'avoir une ouverture d'esprit la plus large possible, de moins me restreindre, quitte à avoir des idées un peu farfelues par moments qui ne verront jamais le jour, mais pour essayer de maximiser mes chances d'avoir un modèle économique qui fonctionne et qui soit aussi jouable pour moi à titre personnel. Et tu nous parlais du fait que tu ne parles pas d'échec, mais est-ce que tu as déjà expérimenté des projets pour ton entreprise et qui n'a pas forcément très bien fonctionné? Oui, l'année dernière, quand j'ai fait justement la stratégie de développement du site internet, que j'avais m'étais dit, je vais prendre une entreprise pour le faire. En fait, moi, j'ai toujours été dans l'idée de faire du self-made. Moi, c'est je fais par moi-même, j'apprends d'abord, et après, je délaye. Ça a toujours été mon moteur dans ma vie, mais pour tout.
tout, ce qui fait que dans ma maison, je bricole. Pas dans cette maison-ci, enfin si je bricole, mais je n'ai pas été capable de faire les travaux de rénovation dans cette maison-ci. Mais tu vois, pour te donner un exemple, quand j'ai ouvert ma première boutique, j'ai posé le parquet moi-même, j'ai repeint mes murs, j'ai posé mes tringles, j'ai posé des plantes, j'ai fait des choses que je sais que il y a des gens qui me diraient, mais enfin, qui m'ont dit, quel est l'intérêt de faire des trucs comme ça. En fait, l'intérêt, donc déjà, c'est de voir son travail de fait. Il y a pas plus, même si effectivement il y avait des défauts. Je te cache pas qu'il y avait des défauts dans ce que je faisais, mais c'est d'avoir fait soi-même, c'est d'avoir compris, c'est d'avoir fait des économies aussi parce que quand on monte sa boîte, de toute façon, on n'a pas beaucoup de sous. Et quand on fait ça, on gagne en humilité d'une part, non pas que ce sont des sales jobs, c'est-à-dire que pareil, on apprend nos limites, on apprend ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire, et dans tout ça, il y a une forme d'apprentissage, c'est-à-dire technique, il y a une forme d'apprentissage personnel. Donc, ce que j'ai trouvé être extrêmement intéressant. Et donc, dans cette idée de toujours faire tout par soi-même, en tout cas dans un premier temps, je m'étais dit, le site internet, oui, je fais des ventes qui sont générées par mes clientes et tout, mais moi, je veux développer. Parce que je t'avoue que ma réelle ambition, et c'est vrai que je te l'ai pas dit depuis le départ, ma réelle ambition pour Terre-en-Bray, c'est le développement métropole. C'est pas le développement réunion est intéressant, est une chose qui est intéressante, et effectivement dans ma configuration actuelle, n'ayant pas de boutique mais un showroom donc pas ouvert, etc., non-stop, ça me permet effectivement d'asseoir ma partie commerciale. Néanmoins, ce que j'aimerais, ça serait vraiment donc de m'étendre sur la métropole. J'ai pas du tout envie d'ouvrir une boutique en métropole, donc le site internet est un bon moyen pour moi de faire le pont entre les ventes réunion et les ventes métropole, et ça a été le but. Donc l'année dernière, j'ai pris les services donc d'une société, alors qu'en temps normal, j'aurais fait moi-même, peut-être pas bien, mais au moins j'aurais fait moi-même et j'aurais compris. Et au final, ça a été le crash. C'est-à-dire que c'était un investissement qui était extrêmement coûteux, et qui au final m'a pas beaucoup rapporté, voire pas du tout rapporté. Et je me suis dit, moi qui ai voulu me dire, je vais voir les choses, je dirais pas en grand dans le sens où je vais faire une très grosse société, mais je vais faire les choses comme font la plupart des gens qui sont chefs d'entreprise, c'est-à-dire je vais prendre une société, je vais déléguer, je vais faire ci, je vais faire ça, dans une perspective d'évolution, etc. J'investis là-dedans. Et j'avoue que je suis retournée à mon modèle de départ qui, en plus, me montre que ça fonctionne mieux en faisant moi-même. Alors, je ne dis pas que j'ai plus de compétences qu'eux, mais je pense qu'en l'occurrence, je connais peut-être mieux mon produit. Et c'est ce qui fait que, du coup, peut-être plus performante en fait, et que oui, certainement que j'ai dû tirer des leçons négatives de cette expérience avec eux, j'ai dû voir certainement, oui, c'est sûr que j'ai regardé ce qui n'allait pas dans ce qu'ils ont fait par rapport à ma boutique, à ma marque, etc. Mais voilà, donc ça a été la très grosse déception, et ça je l'ai vraiment vécu comme un échec. Ça m'a pas du tout fait plaisir, j'ai mis beaucoup de temps à l'assumer, donc là j'en parle maintenant facilement, mais j'avoue que j'en ai pas parlé très facilement parce que ça me rongeait, parce que c'était un investissement que j'avais fait, et que comme tout chef d'entreprise, quand on investit, en plus, moi, j'ai investi mes propres deniers, j'ai fait un effort financier, j'ai pris mes sous que j'avais de côté. Enfin, c'était, pour moi, c'était sûr que Paris, il était gagné dès le départ. Et ça n'a pas été le cas. Ça a été vraiment la dégringolade psychologique en me disant, mais où est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Donc, ça a été, ça pour moi, ça a été un échec. Alors après, on s'entend, échec, c'est pas non plus, j'ai pas fermé ma boîte, je suis pas retrouvée dans une situation financière catastrophique. Non. Je peux pas dire ça. Néanmoins, ça m'a quand même mis en danger, ça c'était certain, ça m'a mis en danger, ça m'a pas forcément, quand on puise dans ses réserves, ça met à un moment en danger pour un résultat qui était quasiment nul, qui s'approchait quasiment de zéro pour ce qu'ils faisaient, parce qu'on peut clairement retracer en fait l'origine des ventes, donc on pouvait vraiment identifier ce qu'ils faisaient eux, et voilà. Donc ça, oui, pour moi, ça c'était un échec. Et est-ce que tu as déjà connu de grosses coupures, comme on en parlait des gilets jaunes? Non, les gilets jaunes, c'était la première grosse coupure. Et c'est vrai que, tu vois, je me dis, j'ai une chance exceptionnelle de ne pas avoir retrouvé de local finalement au mois d'octobre. C'est que c'était vraiment écrit comme ça pour moi, parce que du coup, voilà, j'expérimente des modèles économiques différents. Et parce que là, je me serais retrouvée avec un local pendant 2 mois à payer des charges complètement faramineuses, sans chiffre d'affaires qui rentre, etc. Mais j'aurais été beaucoup moins à l'aise aujourd'hui que je le suis. Donc c'est vrai que là, moi j'ai une position qui est extrêmement qui est particulière et singulière, et j'avoue que je mesure ma chance, parce que c'était compliqué. Les gilets jaunes, c'était une période compliquée. Alors les gilets jaunes, c'est une période compliquée à 2 niveaux. Effectivement, on rentrait pas de sous.
Alors comme le corona, on savait pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. Il y a une complexité qui était aussi qu'il y avait eu Noël. Il y avait Noël qui était juste après. Donc, Noël, pour un commerçant, c'est 3 mois de chiffre d'affaires. Donc 3 mois de chiffre d'affaires, si vous plantez Noël, vous plantez le bilan, alors là, c'est extrêmement, ça s'annonce très très mal. Et puis ça veut dire du stock sur les bras, ça veut dire de l'argent dehors que du coup on peut pas utiliser pour absorber le creux, pour tenir le temps que le creux se résorbe. C'est toute cette configuration là. Mais ce qu'il y a eu aussi d'extrêmement paniquant, plus que paniquant parce que le mot est pas assez fort, d'inquiétant, et moi là où j'ai eu peur pendant les gilets jaunes, c'est que j'ai une peur physique pour mon commerce. On était dans la configuration où il y avait effectivement une partie d'éléments perturbateurs, on les appellera comme ça, qui avaient décidé de mettre à sac la ville de Saint-Denis. Et le fait est que, alors là, s'ils avaient envie, s'ils étaient allés au bout, puisque l'envie de l'avait, personne n'aurait été épargné. Je raisonnais en moi, les événements de 90-91 qu'il y a eu à La Réunion. Moi, j'étais toute petite, mais ça m'avait quand même profondément marqué. Et je craignais ça. Et c'est vrai que du coup, on n'était plus que sur une peur du chiffre ou sur une peur du lendemain, on était sur une peur concrète, matérielle de ce qui pouvait se passer, en se disant non mais alors non seulement on a Noël qui va arriver, peut-être que Noël on vendra rien, mais si en plus on me saccage ma boutique et que j'ai plus de stock, alors certes j'ai des assurances, mais ça veut dire que si on me saccage ma boutique et que j'ai plus de stock, ce qui est arrivé quand même des grandes surfaces à La Réunion, qui est arrivé quand même dans pas mal de commerces, oui. Donc il y avait des reins solides, donc je dirais pas heureusement que c'est tombé sur eux, mais heureusement qu'ils avaient les reins solides. Et ben ça veut dire qu'en fait il y a une fermeture qui est quand même extrêmement longue. Le temps de tout réhabiliter, de recevoir l'argent d'assurance, de repasser des commandes. Moi mes commandes sont longues. Le temps que les bateaux arrivent, de redépoter, et puis il faut avoir l'envie. C'est ça qu'après on est dégoûté, on n'a plus de monsieur pour pleurer, même si on est assuré pour ça. On est quand même dans une situation psychologique où on est plus bas, je pense. Donc il y a eu toute cette peur-là. Et c'est vrai que c'est en ça que moi j'ai trouvé la situation différemment compliquée pour les gilets jaunes. Alors je dis pas plus ou moins, mais différemment compliquée. Et c'est vrai que se retrouver avec 2 crises majeures comme ça, quel que soit le secteur d'activité, en l'espace de 18 mois, c'est extrêmement difficile. Là, je parle vraiment au nom de tout le monde, je le vois parce que je vois mes amis commerçants qui ont leur local, etc., qui reprennent une douche une deuxième fois, à peine s'ils se remettaient des gilets jaunes. C'est vraiment très très compliqué, ouais. Alors, depuis le début des terres ambrées, est-ce que ta cible au niveau de ta clientèle a évolué ? Oui et non. Elle a pas un petit peu. Alors un petit peu parce que alors moi mon cœur de cible, en tout cas ce que j'ai en boutique, des gens que j'ai en boutique, c'est on va dire 40-65. La femme type CSP+, 40-65 ans, qui est très, très branchée décoration d'intérieur, art de vivre, art de recevoir, etc. Après, c'est vrai que ma cible, je l'ai un tout petit peu rajeunie, mais alors sur des segments particuliers. C'est-à-dire que pour tout ce qui est bijoux, j'ai développé en fait les bijoux, les accessoires que je ne faisais pas nécessairement à l'origine de la boutique. J'étais vraiment 100% déco. Et tout ce qui était bijoux, accessoires, petite boîte et un petit peu de linge de maison, du coup m'ont permis de toucher le segment 25-40, on va dire, que je touchais pas au début. Et mais ça j'ai toujours eu, c'est vrai que j'ai une cible secondaire qui sont les hommes. J'ai quand même pas mal de clients hommes. Alors je dis pas que c'est 50% de ma clientèle, loin de là, mais j'ai quand même un certain pourcentage de ma clientèle qui est masculine, qui est une autre façon d'acheter. C'est des comportements d'achat qui sont radicalement différents, et du coup c'est des paniers moyens aussi qui sont radicalement différents, et je trouve ça assez appréciable d'avoir des hommes qui en 2020 aujourd'hui sont complètement ont envie de prendre soin de leur intérieur et de développer, le rendre plus douillet, ont envie de recevoir. Parfois, ils achètent sans leur femme. Donc là, je me dis, je sais pas comment ça va se terminer à la maison. C'est assez drôle. Mais ouais, je trouve ça très intéressant. Et est-ce que tu pourrais me parler un peu de ta stratégie ? Comment est-ce que tu fais pour atteindre ta cible ? Alors, du coup, c'est vrai que quand on est une boutique physique, donc ce qui était le cas au début, le choix de l'emplacement est extrêmement important. Donc c'est vrai que moi, j'étais dans une portion de rue haut de gamme,
avec effectivement cette clientèle-là, mon cœur de cible que je te décrivais. Donc du coup, ça a drainé. Donc là, il y a eu la V1, donc la première boutique qui déjà visait cette clientèle-là, où là, je fonctionnais beaucoup de bouche à oreille, parce que je pars du principe que le bouche à oreille reste la meilleure publicité du monde. Et ensuite, effectivement, il y a eu dans la deuxième boutique, donc c'était une portion de beaucoup plus chic, et qui du coup va continuer à me drainer cette clientèle-là, mais en plus grand nombre, puisqu'il y avait plus de passages. Pour ce qui est des hommes, c'est à peu près pareil, hein, puisque là, de toute façon, l'homme qui viendra acheter ma boutique, son épouse ou son époux, de toute façon, fréquentera également cette portion de rue, donc c'est comme ça que ça sera drainé. Et après, pour ce qui est de la cible plus jeune, c'est pas nécessairement la portion de rue que les 25-40 vont emprunter. Et du coup, là, ça va être les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont une importance capitale dans notre vie tous les jours, donc qu'on soit pour notre vie personnelle. Mais quand on est commerçant, enfin quand on vend un produit, que ce soit un service ou effectivement un produit physique, les réseaux sociaux sont extrêmement importants. On ne peut pas faire ça aujourd'hui. Ou en tout cas, moi, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse aujourd'hui réussir en passant à côté des réseaux sociaux. Je vois pas vraiment comment ça pourrait se faire. Après, je peux me tromper, hein, je n'ai pas la science infuse, mais c'est vrai que tout le monde aujourd'hui a une page Facebook, on tend à aller sur Instagram. Alors à La Réunion, moins sur Instagram qu'en métropole. En métropole, Instagram est de plus en plus développé, apprécié, et du coup utilisé, mais c'est absolument indispensable. Et le concept de publicité, donc de bouche à oreille, qui pour moi reste la meilleure publicité du monde, je le redéfinirais par les réseaux sociaux. Non pas que le réseau social soit un concept de bouche à oreille, mais c'est vrai que je me faisais la réflexion ces derniers jours, quand on expérimente en professionnel les stories Instagram, alors on a différentes possibilités de faire des stories sur Instagram, c'est-à-dire qu'on peut faire une publication d'un produit, on peut faire une publication d'une tendance, il y a pas mal de choses qu'on peut faire quand on est professionnel, d'idées diverses et variées, il y a des gens qui ont des idées très très innovantes, voilà. Mais il y a aussi, donc, ce qui est assez répandu, c'est le partage qui est en fait une espèce de partage d'expérience. C'est-à-dire que ce que je vous disais tout à l'heure, moi, mes clientes qui m'envoient des photos de ce qu'elles font, moi, je vais les partager ou elles vont les partager directement sur leur compte Instagram. Et en fait, moi, je vais les relier à leur compte. Donc, à partir du moment où je les relie à leur compte et donc qu'elles les relient à leur compte, ça fait l'effet de la publicité du bouche à oreille. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une forme de recommandation. Une recommandation qui, là, pour le coup, est ouverte pour toutes leurs personnes sur Instagram. Donc, elles peuvent avoir 30 followers comme elles peuvent en avoir 1000, 1500, 3000, que sais-je. Mais c'est une forme de bouche à oreille et c'est une forme d'implication, en fait, du client. Donc, c'est pour ça que c'était ma réflexion, effectivement, ces derniers jours, de me dire que le bouche à oreille qu'on a de façon classique a un équivalent sur Instagram, un équivalent sur ces réseaux sociaux qui est celui-ci, et qui est extrêmement important et qui est extrêmement porteur. Parce qu'effectivement, quand on a une publication comme ça qui est partagée, le nombre de followers, ça croît tout de suite. Alors, je ne vous dis pas qu'on en a 100 de plus, hein, mais en fonction du profil du client, du profil dans le sens où si c'est quelqu'un qui a effectivement des followers qui le suivent déjà, par exemple, moi, il peut faire un partage de déco. Si c'est des followers qui le suivent déjà pour la déco, ils vont être tentés, effectivement, de venir sur mon compte. Alors, si c'est un blog de cuisine ou des choses comme ça, ils vont être moins tentés. Mais en l'occurrence, s'ils partagent un produit de chez moi qui est relié à la déco, ils vont être tentés, donc ils vont venir. Donc, s'ils aiment, ils follow. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on suit un compte, on suit la principe d'Instagram, c'est qu'on suit du visuel. Donc, on suit un état d'esprit, une sensibilité, un style. Et il est probable que si le client a acheté quelque chose de chez moi qu'il l'a partagé, c'est qu'on rentre un peu dans son univers et que ce que je fais correspond à son univers. Donc le lien se fait assez facilement et la pratique de séduction se fait assez facilement. Et par rapport à l'importance des réseaux sociaux dans la vie de chacun et au niveau des entreprises, comment est-ce que tu vois ton marché se développer ? Ah, mais les réseaux sociaux aujourd'hui, ça fait partie intégrante de ma stratégie digital marketing. C'est absolument indispensable. Les réseaux sociaux, on ne pourra plus faire sans. On est né, nous, notre génération est née sans, mais on ne pourra plus jamais faire sans. C'est-à-dire que quand je vois Facebook et Instagram aujourd'hui, ils font tout pour qu'on y reste. C'est-à-dire que
Quand vous faites quand une publicité qui est effectuée sur Facebook ou Instagram à titre professionnel, allez, même sans faire une publicité, en publiant un post sur une page pro, donc en incitant, par exemple, moi j'incite un client à acheter un coussin, je lui propose le coussin dans différentes situations, etc. Je vais mettre en dessous l'adresse de mon site internet. Facebook veut tellement se garder le marché, veut tellement rester, en fait, garder sa position, qu'il va nous fournir des outils qui sont complètement extraordinaires et qui sont, je pense, absolument impensables pour le client. Enfin, le client qui, lui, n'est pas averti, ne voit pas le back-office de ce qui se passe chez nous au niveau des professionnels. C'est-à-dire que Facebook va s'arranger pour que le client n'aille pas directement sur la page du site internet tout de suite, va nous propose d'ailleurs un outil de boutique en ligne. Je pense que tu as déjà dû le voir, on a des boutiques maintenant qui se créent sur Facebook. Donc en fait, ils attendent que le client achète sur Facebook. En fait, ils vont mettre tous les moyens en place pour ça. Et quand bien même, il a bien compris que les boutiques Facebook, c'était pas à la portée de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des catalogues, il y a des grosses entreprises. Je sais pas moi, Habitat, moi je regardais des cours, mais Habitat, AMPM, La Redoute, c'est des gens qui peuvent pas mettre tout leur catalogue produit sur Facebook, c'est impensable, et puis ça ne correspond pas à leur stratégie de marque en fait. Donc ils n'ont pas d'intérêt à le faire. Donc ce que fait Facebook pour capter donc toutes les sociétés, alors là moi je suis pas dans la tête ni dans l'équipe de Strat, de La Redoute, etc. Mais en tout cas c'est quand même relié à ça, c'est-à-dire que pour capter en fait tout type de société, pour être sûr que les gens, soit qui n'ont pas envie de faire un catalogue sur Facebook et qui privilégieront leur boutique en ligne, pour être sûr de capter le client, pour montrer en fait à la personne qui a un site internet de vente en ligne que Facebook capte le client, ils ont un outil qui permet effectivement, entre guillemets, de traquer le client. Et qui est un outil extraordinaire. C'est-à-dire que Facebook aujourd'hui peut identifier qu'un client, que ce soit un de mes followers ou pas, soit donc effectivement ait vu le produit sur ma page, soit allé par le biais de ma page, donc par le biais de Facebook, le voir sur mon site internet. Et le fait de le voir sur mon site internet, Facebook le saura même si du coup il aura acheté ou pas acheté. Donc si quelque part Facebook me rapporte de l'argent. Donc c'est en ça que leur système est tellement bien fait et évolue tellement vite qu'effectivement un commerçant comme moi, je fais de la publicité sur Facebook, puisque pour faire connaître son site de vente en ligne, soit on part sur ça, on a différentes méthodes, mais c'est vrai que si on n'a pas de boutique physique par exemple, on est obligé de passer par les réseaux sociaux. C'est ce qu'il y a de plus simple et ce qu'il y a de moins cher en fait. Et c'est pour ça qu'ils font des pubs qui sont pas très chères. On peut mettre n'importe quel budget pub par jour. Donc du coup on capte le client et après on fait un système d'entonnoir effectivement jusqu'à guider le client vers la vente. Facebook est conscient de son outil, est conscient qu'il touche énormément de monde et se donne cette espèce de rapport commercial pour être sûr que n'importe quel commerçant aujourd'hui ne pourra plus faire sans lui. Et comme Facebook a racheté Instagram, il procède de la même façon sur Instagram. Mais là où Instagram, le système est encore plus, je dirais, vicieux, c'est pas le tracking, etc., qui m'embête, parce que finalement tout le monde fait ça. On s'est tous retrouvés sur un site internet. Enfin, moi, je me suis déjà retrouvée à aller regarder des trucs sur AMPM, je sais pas, moi, des draps en lin pour ma chambre. Et au final, je me retrouve à surfer sur Click à nous et les draps en lin d'AMPM réapparaissent comme par hasard. C'est exactement le même truc que j'ai vu. Ce principe, voilà, il n'y a pas de magie. Au début, on se dit non mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il n'y a pas de magie. Donc c'est le principe du tracking. Donc qui là me choque pas tant que ça, parce que Facebook en fait est à l'image de tous. Je suis habituée à cette idée-là. Ce qui me surprend un peu avec Facebook via Instagram, donc avec la maison mère, on va dire Facebook via Instagram, c'est-à-dire que nous commerçants, on ne peut absolument pas communiquer. Enfin, on peut communiquer, mais il n'y a aucun lien qui se fait. Donc là, tu regarderas, je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué. Les liens, si tu vas mettre un post, donc je vais mettre un post de rideau, si je mets le lien en dessous du post, donc pour que le client atterrisse directement sur la page du rideau Adira par exemple, il ne pourra pas cliquer dessus. Il ne pourra pas cliquer dessus parce qu'en fait le lien ne se fait pas. Donc il ne fait pas du tout de linking externe. Et en fait, c'est pour ça qu'Instagram du coup a développé sa propre boutique en interne aussi, pour inciter le client à rester et à consommer sur Instagram. Il ne veut plus que le client sorte d'Instagram. Parce qu'à partir du moment où il considère que le client sort sur Instagram, c'est qu'il va sur un site internet. S'il va sur un site internet, c'est une forme de commercial. Commercial, c'est une forme de distraction. Et comme Instagram valorise effectivement les marques, du coup, ça va être autant de temps en moins que le client passera sur Instagram. Donc du coup, il n'a pas intérêt à perdre quelque part son client à qui il ne vend rien. C'est nous qui lui vendons quelque chose au départ.
mais il faut pas qu'il le perde. Il faut qu'il le garde là, parce que garder le client sur Instagram pour sa navigation, ça va lui permettre de lui proposer d'autres choses, d'autres publicités par exemple sponsorisées, que là d'autres sociétés auront payé pour les diffuser. Et donc en ça, ouais, je me dis, ils sont très forts. Et ils sont très forts parce que en plus c'est la rançon du succès. Si on arrive à faire ce genre de choses, c'est parce qu'effectivement ils rencontrent un succès énorme. Et la plupart des marques qui ont Instagram dans les chiffres est très très est le meilleur réseau social pour développer sa marque de prêt-à-porter. C'est-à-dire que toutes les marques de prêt-à-porter, et là j'ai pas mal de noms en tête, que ce soit Loose pour les maillots de bain, Anja pour les maillots de bain, c'est des marques que je suis. Il y a pas mal de marques qui sont fait connaître uniquement via les réseaux sociaux. Et qui dit réseaux sociaux, pour la métropole, dit surtout Instagram. C'est-à-dire que Instagram est vraiment prépondérant en métropole, notamment sur une clientèle CSP+, femmes CSP+, on va dire 30-50. Et du coup, ces marques ne se sont faites que via Instagram. Donc, ils ont entièrement conscience de ça. Donc, c'est vrai que si aujourd'hui, on veut se démarquer et essayer de se créer une notoriété, il faut qu'on en passe par Instagram. On n'a absolument pas le choix. La société Instagram est consciente de ça. Donc, il faut en sorte de verrouiller le système pour garder le plus possible notre client, qui est également le sien, par ricochet, mais le client acheteur. Comment est-ce que tu imagines ton entreprise dans un futur plus ou moins éloigné ? Mon entreprise, moi, j'avoue que moi, ce que j'aimerais, alors je ne me dis pas, j'ai envie d'avoir 15 boutiques, parce que ça, vraiment, c'est pas mon objectif. J'aimerais vraiment que le site internet marche au-delà de nos frontières lyonnaises. Ça, c'est vraiment mon envie profonde, parce que j'aimerais effectivement partager ça, en fait, partager ce que je fais. C'est vraiment dans l'idée de partager. J'avais pas mal de touristes à la boutique physique, et qui d'ailleurs me commandent sur mon site internet, qui m'envoient des messages pour certains de temps en temps, parce que tout n'est pas sur le site de vente en ligne, parce que tout n'est pas plutôt pas fiable, et puis j'ai un nombre de références quand même qui est relativement important, donc c'est pas faisable, mais qui du coup ont un écho énorme, et notamment d'ailleurs, et j'en viens sur un sujet sur lequel j'avais pas encore abordé avec toi, notamment pour la vente en gros. C'est vrai que moi, je vois la boutique comme se développer sur de la vente en ligne, donc Réunion et Métropole, et également se développer sur de la vente en gros. La vente en gros, j'ai commencé à en faire, donc ça s'est fait en fin d'année 2019, de façon pas du tout active, c'est-à-dire que je l'ai pas provoqué. Je me suis retrouvée avec des clientes de Métropole qui souhaitaient revendre mes produits, qui étaient passées à la boutique, qui étaient en vacances à La Réunion, et qui ont eu un coup de cœur pour ce que je faisais, et qui du coup souhaitaient revendre mes produits dans leur boutique. Du coup, j'ai commencé, j'avais eu des demandes, mais honnêtement, je me sentais pas. Je m'étais dit, je sais pas comment je vais gérer ça, c'est compliqué. Les commandes en soi, c'est déjà compliqué à gérer avec des fournisseurs parfois. Je me voyais pas encore dans ce truc-là. Je savais que c'était quelque chose que je souhaitais développer, mais je savais pas trop comment ça fonctionnait, donc j'étais là un peu genre, non, mais attends, ça reste de côté, on avisera après. J'ai déjà beaucoup trop de choses sur le feu, donc je peux pas charger la barre. J'essaie déjà de faire ce que je fais bien, de l'améliorer encore. Après, je passerai à ça. Et du coup, là, je me suis dit, bingo, c'est le moment, on va faire la vente en gros. J'ai du stock, la boutique est pas ouverte, voilà, je vais travailler là-dessus. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et ça a commencé à fonctionner, Et là, il faut que je développe maintenant. Pareil. Donc, c'est un de mes vecteurs de développement. J'aimerais vraiment pouvoir vendre mes produits, les produits que je signe, etc., en métropole. Après, à La Réunion aussi également. Mais c'est vrai qu'à La Réunion, tout le monde fait déjà très bien ce qu'il sait faire. Il y a pas mal de gens qui se lancent sur leurs propres produits. Mais j'aimerais vraiment les développer en métropole, parce que je m'aperçois que en échangeant avec les clients, et puis en ayant fait une petite étude de marché aussi, que je dis pas que ce que je fais se voit pas ailleurs, on n'en est pas là, et j'ai pas cette prétention, mais c'est vrai que il y a des choses qui sont pas forcément si répandues que ça, des techniques notamment de fabrication qui sont pas si répandues que ça, qui suscitent un vrai intérêt chez les clients, et que j'aimerais vraiment proposer en fait comme une offre complémentaire. Donc l'idée, voilà, c'est de vendre en ligne, Réunion Métropole, de faire de la vente en gros Métropole ou autres médias, et parce que tout ça, c'est une idée c'est une conséquence
très personnel, hein, c'est qu'en fait j'ai vraiment envie, moi, de faire que la création. J'ai envie de me lever le matin, de faire ma création, de faire mes créations, de dessiner, de m'inspirer, de couper, de récupérer mes morceaux de tissu que je découpe en tous mes petits coupons, de créer avec ça, d'imaginer des choses. Et comme en plus je pars du principe que toutes tes sources d'inspiration, et ben, de passer mon temps en fait à créer, à voyager pour m'inspirer, à me nourrir en fait, à me nourrir un peu de tout pour créer, à faire des photos, à faire des présentations. En fait, moi, c'est ça qui m'amuse. Le reste m'amuse aussi, hein, mais ça, c'est vraiment ce qui me nourrit. La création, ça me nourrit et j'en ai vraiment, vraiment besoin. Donc, c'est vraiment comme ça que je vois la boutique, c'est-à-dire de pouvoir développer tout ça dans l'idée de moi me faire plaisir, en fait. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une de tes créations, celle qui te tient le plus à cœur? Alors, ce que je préfère créer, c'est le linge de maison. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des créations différentes. Il y a des choses que je vais dessiner, par exemple les lacs pour le Vietnam, j'ai dessiné pas mal de choses. Voilà. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est en Inde, j'achète beaucoup de tissus qui s'appelle du block printing. Donc c'est une technique de peinture qui est faite à la main au tampon. Donc avec effectivement un système particulier pour fixer les tissus. Les couleurs sont des pigments naturels. Enfin, c'est toute une technique qui est très belle et qui rend un résultat que moi j'aime vraiment beaucoup. Et c'est vrai que ces tissus, donc je vais en fait, pour t'expliquer un petit peu comment ça se passe, comme je disais, j'ai une usine au départ qui est huile produit, donc qui va me produire les coussins, les rideaux, etc. Mais j'ai assez rapidement voulu faire que des tissus au bloc. Et là, c'est pas l'usine qui produit, je veux dire qui va monter les coussins, monter les rideaux, etc. Ça va être l'usine qui va me fournir les tissus. Donc là, je fais un tour de à peu près 8 à 10 usines. Donc là, c'est mon plaisir absolu. Et du coup, je vais à la recherche de tous les tissus qui vont me taper dans l'œil. Alors après, les tissus, je les choisis pas par hasard. Évidemment, il y a des critères de qualité. Maintenant, je tourne dans les mêmes usines, donc ça, je connais ce système-là. Mais ça se choisit pas par hasard dans le sens où quand on crée une collection, il faut qu'on ait des choses qui vont ensemble. Dans mon idée, dans mon concept des collections, c'est mélanger tous les imprimés. Donc un imprimé peut se mélanger, peut se mixer avec beaucoup d'autres choses, que ce soit en termes de couleur, de forme, de style, etc. Mais il faut que ce soit fait dès le départ. C'est-à-dire qu'on ne prend pas tout au pif en se disant allez, je mets tout ça dans le conteneur, enfin, je donne tout ça au fournisseur, il le fabrique et puis on voit comment ça arrive. Non. Quand je choisis tissu, donc je prends que des coups de cœur et à l'œil, le soir, j'arrive dans ma chambre d'hôtel, je demande tous les coupons des tissus et je les assemble. Et donc c'est là où arrive la partie créative. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que je crée donc mes collections. Donc je prends, j'associe du noir, du beige, du bleu. Enfin bref, je fais toutes mes variantes. Je vois toutes mes compositions qui sont possibles. Et puis ce qui vaut pour une forme ne vaut pas pour l'autre. C'est-à-dire qu'on peut pas, pour te prendre un exemple, du petit motif sur un coussin sera joli sur un coussin rectangulaire. Ne sera pas nécessairement joli sur un coussin carré. Inversement, des gros motifs seront jolis sur un coussin carré. Alors, ce que je te dis là, il ne faut pas le prendre comme une règle absolue parce qu'évidemment, c'est pas si simple que ça et qu'il y a des adaptations. Mais tout n'est pas forcément compatible. Il y a des choses qui sont jolies en rideau, d'autres qui ne le sont pas. Il faut après rentrer dans la thématique. Je me suis lancée sur le concept du chemin de lit qui effectivement cartonne. Il y a des choses qui fonctionnent en tant qu'imprimé dans une chambre, d'autres qui ne fonctionnent pas. Pareil pour les couleurs. Enfin, il y a tout ça qui rentre en jeu. Et c'est tout ça qui fait partie de la création et qui me plaît énormément. Donc ouais, ce dont je suis le plus, ce qui m'émeut le plus, c'est de créer mes collections de linge de maison. Et comment est-ce que tu gères aujourd'hui cette pression d'entrepreneuriat? En fait, je la gère bien parce que je me sens pas sous pression. J'ai toujours été très indépendante. Et quand on est indépendant, quel que soit le prix de l'indépendance, on l'apprécie en fait. Je préfère. Enfin, je suis absolument incapable en fait, et je dois l'avouer. Hein, et je suis admirative des personnes que je connais qui sont dans mon entourage, qui arrivent à avoir quelqu'un qui dessus d'eux. Hein. Donc je suis absolument incapable. J'ai toujours mes idées, j'ai toujours ma façon de faire les choses, j'ai toujours ma façon de faire les choses, j'ai toujours mes propres règles. Je suis d'une exigence assez poussée, j'avoue, je sais, j'en ai conscience, hein, ce qui peut paraître un défaut pour certains, une qualité pour d'autres, hein, chacun a sa propre lecture des choses. Je suis très très exigeante vis-à-vis de moi-même, hein, ce qui parfois je suis mon propre bourreau. Mais donc tout ça fait que je peux pas avoir quelqu'un au-dessus de moi. En fait, je peux pas avoir quelqu'un au-dessus de moi. Et voilà. Donc
Donc, c'est vrai que je vois pas de côté négatif. À partir du moment où on fait le choix d'être chef d'entreprise, on sait tout ce que ça peut générer comme chose négative, et notamment une période comme celle-ci, qui est une période très calme, beaucoup moins de chiffres, enfin, pas du tout. C'est des contraintes, ça peut être contraintes, hein, c'est des vrais stress qui sont générés. Néanmoins, la contrepartie de ça, c'est qu'en fait, j'ai une liberté d'action tout le reste de l'année. Donc, je me dis, dans la vie, on peut pas toujours tout avoir. Il faut savoir équilibrer la balance. Il y a des choses positives, des choses négatives. Il y a des choses qui, effectivement, sont très négatives. Il faut apprendre à les gérer avec beaucoup de calme, je pense, et de sérénité, parce que de toute façon, on ne pourra rien changer au public. Faire en sorte de redéfinir les modèles d'économie. Mais en soi, je me dis qu'il faut, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut, ce sur quoi on est prêt à rogner, ce sur quoi on est prêt à passer outre, et ceux où, pour lequel, en revanche, on sait où on ne pourra jamais faire de concessions sur ce genre de choses, on ne pourra jamais faire d'adaptation, et en tout cas, c'est ça qui doit nous guider, parce que voilà, on ne pourra pas passer outre. Mais du coup, comment est-ce que tu fais pour garder une telle motivation, une motivation sans faille, pour maintenir ton entreprise à flot? C'est vrai que je suis plutôt une confiante dans la vie, et là on en revient avec les voyages en Inde. Je suis persuadée que c'est une philosophie tout à fait personnelle, hein. Il y en a qui trouveront ça peut-être bien, peu importe. Moi je l'assume parfaitement. Avant on me disait ça, j'ai jamais eu de point de vue là-dessus. Je me dis toujours chacun pense ce qu'il veut. C'est vrai que moi je pars du principe que tout est écrit. On a assez peu de libre arbitre, et c'est vrai qu'on peut pas, on pourra pas lutter contre certaines choses. Il faut accepter les choses comme elles arrivent, en prendre le meilleur parti possible. Mais les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Dans le sens où si demain, il se passe quelque chose de négatif, comme c'est le cas de ce confinement, qui est effectivement négatif pour bien des gens à différents niveaux, que ce soit professionnel, personnel, au niveau de santé, hein, qui est une catastrophe pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, là, je rentrerai pas dans le cas des malades du Covid, parce que c'est un sujet très délicat. Mais pour aujourd'hui, il faut qu'on comprenne. Enfin, il y a des choses qu'on avait à comprendre, et il faut qu'on accepte les choses comme elles viennent, alors même si elles sont négatives. Et il faut vraiment qu'on comprenne les choses, parce que il y a des choses qu'on faisait certainement pas bien, ou des choses sur lesquelles on est besoin de réfléchir, on est besoin de faire le point. Cette période est une période de mutation, il va vraiment avoir des conséquences sur énormément de choses, que ce soit sur la vie professionnelle ou personnelle, conséquences positives ou des conséquences négatives, mais qu'il faudra qu'on apprenne à accepter. Parce que moi, j'ai toujours été dans l'idée que dans le négatif, il y a toujours du positif. Ma vie n'a pas toujours été faite de choses qui sont faciles à vivre, au-delà d'une vie professionnelle, dans ma vie personnelle, mais j'ai toujours cru qu'il y avait toujours quelque chose de meilleur au bout. Alors, le bout peut être plus ou moins loin, on est bien d'accord, hein. Là-dessus, parfois, je me suis dit, ça serait bien que ça passe. Mais néanmoins, j'ai toujours appris. Dans le négatif, on apprend. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup apprendre, à tout niveau. Parfois, je dis pas tout, hein, j'aime pas tout apprendre, mais quand il y a tout niveau, c'est personnel, professionnel. Et vis-à-vis des autres, dans les relations avec les autres, etc. Et c'est vrai qu'il y a on retire du positif même dans les situations les pires. Vraiment, dans les situations que ce soit les plus tristes, les plus dommageables, les situations irréversibles, dans les décès, etc. On apprend dans toutes les situations. Et c'est ce qu'il faut vraiment qu'on retire, je crois. Parce que si on est d'un point de vue négatif en se disant ouais mais il y a ci, mais il y a ça, on fait ci, on fait ça. Alors bon, déjà si on est comme ça, on monte pas une boîte, hein, pour se clair. Vaut mieux faire autre chose, parce que là on va prendre l'eau du bain très 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 vite, on va se noyer. Mais c'est vrai que il faut être positif. Moi je suis pas. Le positif amène le positif. Plus on va être positif, plus les choses vont arriver. Et puis même si on a un passage à vide qui est très long, et que en étant positif, on voit pas forcément les conséquences. Ça n'empêche que ça nous, enfin, à nous-mêmes, ça nous fait du bien en fait, de pas voir que le côté négatif des choses. Et si on veut avancer, on n'a pas le choix que de positiver. Enfin, sinon, on finit en dépression, en suicide, en burn-out. En burn-out, c'est pas exactement ça, mais en dépression, en suicide. Enfin, on finit dans des situations, ou alors dans une espèce de morosité ambiante. Mais c'est vraiment pas la définition de ce qu'on souhaite. Donc c'est vrai que je pense que de base, je suis d'une nature positive, ce qui aide aussi, hein. Je conçois qu'on ne soit pas tous d'une nature positive, donc je suis d'une nature positive, et c'est vrai que je veux toujours voir les choses positivement, et quand bon, après ça m'empêche pas de craquer, d'avoir des baisses de motivation, hein. Mais à ce moment-là, j'ai mon réseau de copains et de copines qui me remontent mais comme une
pile. Donc, on se remonte les uns les autres et on se coach, en fait. On se coach les uns les autres quand il y a des petits coups de mou et on s'en sort comme ça. Et aussi en acceptant de se dire les vérités, hein, parce que parfois, on n'a pas tout fait bien, hein, parce que les baisses de motivation, ça peut être dû à un contexte, et puis ça peut être utilisé à des boulettes qu'on a faites qui sont pas de la taille d'échecs, qui sont pas encore devenus des échecs, mais qui sont des boulettes. Mais il faut aussi savoir se les avouer et tirer les conséquences qu'il faut. Et quand on se les avoue pas, parfois les copains les avouent et c'est extrêmement positif. Donc l'échange est important aussi pour faire des bilans et pour remotiver les troupes quand il y a besoin. Alors, parlons un peu de télétravail. Donc, c'est une méthode que tu utilises déjà quotidiennement. Est-ce que tu aurais des astuces, des méthodes de travail, des outils de gestion de projet à partager? Alors là, j'ai mis en place une espèce de technique qui va paraître toute bête, hein. Mais c'est vrai que moi, j'ai une difficulté. C'est-à-dire que j'ai besoin, pour mémoriser et pour me motiver, en fait, j'ai un rapport avec le papier et le stylo qui est extrêmement important. Donc, j'ai besoin d'écrire, et en plus, j'ai besoin d'écrire au bic noir. Donc, je suis complètement... On revient dans mon côté un peu psychorigide sur certaines choses. J'ai besoin d'écrire sur un bic noir. Et puis, j'ai des phases. Donc, au début, j'avais des phases cahiers, sauf que je me suis rendu compte que la phase cahier, qui a quand même duré 10 ans, on va dire, même plus de 10 ans, 15 ans, la phase cahier ne me sert pas tant que ça, dans le sens... Enfin, si, ça me permet de retrouver mes trucs, parce qu'en fait, j'ai une mémoire visuelle et je vais me rappeler si j'écris sur la page de droite ou la page de gauche. Alors je pourrais pas te dire si c'est la page 30 ou 20 du cahier parce qu'elles sont pas paginées, mais je saurais que c'est à peu près au tiers ou au quart ou à la fin du cahier, que c'est sur la page de droite, que c'est en bas et que je vais aller surligner en bleu ce jour-là. Donc du coup c'est exactement pareil. Ah bah tu vois, voilà. Et donc du coup voilà, alors je sais pas si ma technique va t'aider. Donc là j'ai commencé à regarder parce que moi l'organisation j'aime ça. Donc, tu vois, c'est comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que je fais le matin, j'aime. La maison n'est jamais vraiment désordre, si tu veux. Parfois, je peux rentrer dans des délires où le soir, je suis tellement fatiguée que j'ai retourné la maison pour faire de la déco, je t'avoue, mais même pas pour moi, mais pour la boutique, d'avoir essayé des produits, d'avoir sorti des échantillons. Il y en a partout. C'est Bagdad. Mais en fait, je le laisse comme ça volontairement pour m'imprégner le lendemain matin, pour avoir les idées plus fraîches, continuer à m'imprégner. Sauf que le lendemain matin, j'ai un petit remords, je reprends tout, je rerange. Donc, je me dis que si tu peux pas vivre enfin, c'est Hiroshima chez toi, c'est absolument incompatible avec une vie normale. Du coup, voilà. Donc, c'est vrai que, en fait, je trouve que ranger les maisons, c'est un peu s'organiser dans sa vie. Donc, le matin, je commence par faire, ça me permet de me poser. Et c'est pareil, en fait, dans mes affaires. Je me suis dit, mon modèle, il est pas optimal, là, de cahier, de machin, de trucs. C'est un peu naze. Alors, j'ai commencé à faire toutes mes stratégies digitales, et puis même depuis avant, hein, mes plans de développement, parce que je fais des plans de développement annuels. Sur Word et tout, chez la web. Alors déjà, ça m'énervait parce que c'était moche. Du coup, je faisais sur Canva. Alors là, évidemment, là, je me lançais plus dans la création que dans la conception du plan lui-même. La forme était top, le fond, je m'en fichais quasiment parce que j'étais partie dans mon délire de créa. Donc, je me dis, ouais, non, mais ça aussi, c'est naze parce qu'au final, il faut que je fasse un CTRL-F ou un CTRL-V pour rechercher une notion. Donc, je pourrais pas tenir mes cahiers, effectivement, sur Word ou sur Excel. C'est nul. Donc, je me dis, bon, ok, comment je vais faire? Et là, je me suis dit, j'ai pris des feuilles blanches dans mon imprimante, j'ai pris ma petite tablette qui me sert là pour pointer mes stocks, une petite tablette en plastique là en plexi, et du coup j'ai commencé à écrire là-dessus et à me faire une page. Voilà, c'était relatif à mon digital marketing, mais à me faire une page par catégorie. C'est-à-dire que là, je faisais un point sur mes réseaux sociaux, donc je faisais la page réseaux sociaux. Donc, j'aime pas écrire en format portrait, donc c'est en format paysage. J'aime pas écrire en trop large, donc j'avais coupé la page. Enfin, j'avais scindé la page en deux, avec une règle. Bref, donc voilà. Donc pareil, je tourne dans mon petit truc. Et puis, naît un peu comme ça une organisation nouvelle. C'est-à-dire que, bon, au-delà de la feuille blanche, etc., c'est pas ça qui a un intérêt. Là, c'est plus pour expliquer la façon dont je m'organise de façon détaillée, mais c'est pas tant ça l'intérêt de la structure de mon organisation. C'est que j'ai fait à peu près une thématique par page, que là, j'ai commencé en revanche à paginer. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris le meilleur dans tout. J'ai pris le meilleur sur mon cahier, j'ai pris ce qui m'intéressait sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, ce qui m'intéresse, c'est la pagination. Sur mon cahier, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir avoir des feuilles volantes et de pouvoir, en fait, les compiler comme j'en ai envie. Là, je me suis rappelé que quand j'étais en 6e, en fait, j'avais un classeur avec des intercalaires et où j'avais des matières. Donc, en fait, je suis rentrée un peu dans ce concept de la matière. Donc, à classer réseaux sociaux pour les réseaux sociaux. Après, j'ai ma partie administrative pour ma partie administrative, etc. Donc, tout ça, c'est sur des bilans, les bilans de ce qui vont, ce qui ne vont pas, de mes outils de travail et de ma stratégie à développer. Donc, je vais me faire donc la stratégie que je choisis au global, donc dans les grandes lignes, et ensuite je fais une page stratégie, alors scindée, donc réseaux sociaux, SEO, fonctionnalités du site, etc. Donc, c'est vraiment par matière, on va dire. Et après, je fais ma stratégie dans les détails par rapport, effectivement, à moi, mes problématiques qui sont propres. Donc là, je note, etc.
Donc là, évidemment, le fluo, toute la catégorie des fluos que je me suis offerte chez Gérard avant le confinement, évidemment, on est bien d'accord. Donc dans les couleurs complètement improbables, évidemment aussi, parce qu'il faut rester toujours dans cet esprit de création, dans cet esprit de ludique et de beau, sinon ça marche pas chez moi et ça m'enquiquine. Donc je reste là-dedans. Et donc ça, effectivement, donc je fais ça. Donc ça, c'est vraiment top, beaucoup plus top que le cahier, si tu veux, mon ami, parce que du coup, j'ai des pages volantes et j'en fais ce que j'en veux, en fait. Donc là, il faut que maintenant, à post-confinement, je m'offre le petit classeur de mes rêves avec les petits intercalaires que j'aurais créé moi-même, parce que j'ai déjà mon idée de création d'intercalaires, pour que je puisse m'organiser et du coup ressortir les feuilles comme je veux et laisser le classeur à côté et ressortir les feuilles que je veux le jour J aussi, et pour pas me perdre dans un espèce d'amas d'informations, etc. Mais l'autre pan de mon organisation, parce que tout ça, ça reste que du global finalement. Je reste que sur de la strat, parce qu'en fait là-dedans il y a de la strat. En fait il y a des connaissances. Je me suis fait des fiches de connaissances pour bien apprendre les notions que j'ai rencontrées, on va dire, sur les blogs, etc. Il y a donc la strat qui en découle, la strat qui s'approprie exactement à la mise en place de la strat par rapport effectivement à moi, mes outils, mon site internet, etc. Donc ça, c'est effectivement sur cette feuille-là. Après, il y a toutes les to-do list du quotidien. Il y a aller checker les comptes bancaires, il y a refaire mon prévis, il y a rappeler ces clientes-là, il y a aller à la poste demain matin pour préparer telle commande, il y a vérifier tes références stock, etc. Ça n'a pas de place finalement là-dedans. Et c'est en ça que je suis contente de mon nouvel modèle d'organisation, mais bon, me connaissant, ça ne peut-être pas durer très tard. Là, pour l'instant, je suis séduite, mais peut-être que dans 6 mois, je te tiendrai un autre discours, je n'en sais rien, parce que je change beaucoup de... Enfin, je fais évoluer les choses jusqu'à ce que ça me convienne. C'est vrai que là, je suis assez satisfaite, c'est pour ça que je me permets de t'en parler. C'est que donc, il y a la partie, effectivement, très structurelle, et il y a la partie to-do list, et là, j'ai retrouvé un truc que ma tante m'avait envoyé, qui est en fait un espèce de calendrier. Je ne sais pas calendrier papier, mais de toute façon, maintenant que je l'ai, autant l'utiliser. Et qui devient l'équivalent de mon cahier, parce que dans mon cahier, il y avait tout. Il y avait de la strat, et il y avait du to-do list du quotidien. Et c'est là où je commençais un peu à me perdre, en fait. Et à faire des listes et des listes et des listes, et puis à repasser 3 jours avant, parce que là, ça n'avait pas été forcément terminé, parce que on se retrouve avec des organisations qui sont particulières. On va avoir des choses qu'on peut faire demain matin, puis on a des choses qui relèvent de la strat et qui se font sur 6 mois. Donc, sauf que quand tu décides effectivement de, je sais pas, refaire toute la présentation de ton blog, bah, ça se fait pas en 2 minutes, quoi. Donc, ça prend 4 jours. Donc, si ces 4 jours-là, t'arrives 3 jours après, que toi, t'avais pas eu le temps de caser ça et que t'as priorisé d'autres choses, tu te retrouves avec cette info-là à faire, 4 pages avant, donc que potentiellement tu vas oublier. Et puis toi, ça t'énerve en plus. Moi, je supporte pas de tourner les pages et de pas avoir les trucs flottés, donc c'est une espèce de stress. Donc du coup, je me culpabilise. Donc en fait, je retombe dans un cercle vicieux qui est pas bon. Sauf que pourquoi on est 4 pages avant, c'est parce qu'entre-temps, j'aurais mis des notions pour les apprendre, j'aurais mis des parties de strat de façon structurelle qui du coup n'ont rien à faire là. Donc l'idée, c'était vraiment de séparer tout ce qui était connaissances, et stratégie de développement global et précise de la to-do list du quotidien. Donc, j'ai ma stratégie, je m'y tiens. Ça, c'est mes grandes lignes, c'est tout ce qu'il faut que je suive dans les grandes lignes. Et pour l'aboutir au quotidien, il y a effectivement aussi tout ce qui est détaillé par rapport à ça. Donc là, moi, je suis plutôt focus sur le digital marketing, mais comme je te le disais, il y a l'administratif à gérer, j'ai mon bilan qui va être bientôt clôturé, donc il faut que je prépare les documents pour l'expert comptable, j'ai tout ça en parallèle. Donc, je pars du principe que j'ai toute une organisation qui est mise en place effectivement dans mon classeur, tous les niveaux, digital marketing, comptabilité, nanana. Et dans mon petit planning, donc c'est un weekly planning, donc c'est un weekly planner, donc il y a les jours, si tu veux, de la semaine sont sur la colonne de gauche, de haut en bas, donc il est en format paysage, et donc de la partie verticale, et sur la partie horizontale, en fait, on a, j'ai un petit peu réadapté, parce qu'évidemment il n'était pas fait pour ça, on a 5 colonnes. Du coup, dans mes 5 colonnes, j'en ai attribué une, là en l'occurrence site, l'autre réseaux sociaux, la 3e les commandes que je dois traiter, et la 4e divers. Et en fait, donc si tu veux, ça me donne à peu près 4 lignes grosso modo par jour, par matière, par colonne. Donc oui, par matière. Pour moi, je vais dire que c'est des matières. Donc là, je vais écrire effectivement dans réseaux sociaux, poster ma story, un tel truc, site de vente en ligne, enlever cette référence-là, pour balancer mon article de blog sur telle chose, numéro 3, etc., etc. Et dans la colonne divers, ça va être, voilà, checker les comptes bancaires, envoyer ça à l'expert comptable, etc., etc., etc. Donc ça me permet, en fait, ça pour moi, honnêtement, ça m'a vachement aidé,
parce que du coup, ça m'a permis de scinder les deux, ça m'a permis de moins culpabiliser, de savoir d'aller droit au but et de moins perdre mon temps à savoir ce que je devais faire ou pas faire. Parce que le problème de tourner les pages de mon cahier, c'est-à-dire que je me disais aujourd'hui, du coup, voilà, j'ai toutes mes petites missions à faire, sauf que, comme je suis un peu du genre à me flageller tout seul, ah ouais, mais attends, tu t'étais dit que tu allais refaire ton blog, tu t'étais dit ça, mais attends, ça fait 4 jours et t'as pas touché au truc, quoi. Ouais, t'as fait des trucs entre temps, mais ça, on s'en fiche en fait de ce que t'as fait entre temps, c'est-à-dire que t'as pas touché au truc. Et ça me mettait dans un état, mais de stress. Et alors là, j'avais l'impression que ma journée était toujours trop courte. C'est toujours le cas, mais là, je me mettais une pression en me disant, mais t'as pas compris, machin. J'ai ma super pote qui me dit, non mais Sophie, t'as pas vu ce que t'as fait? Ce que j'ai fait, je m'en fiche, là. Je suis dans ce que j'ai à faire. Et en fait, j'avais cette espèce de conflit d'intérêt interne, on va dire, avec moi-même, que je n'arrivais pas à gérer, où je me mettais une pression à moi-même, alors que ça me permet effectivement d'absorber. Et ce qui fait que du coup, le blog, je peux dire que donc je numérote mes semaines et je mets mes jours. Donc le blog, si je l'ai pas fait aujourd'hui, je le fais dans 3 jours, et je sais que potentiellement. Alors j'évalue aussi. Alors dans ma stratégie, j'évalue aussi le temps que me prennent de faire les choses. Donc j'évalue que le blog va me prendre 4 jours. Donc si aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain, j'avais telle mission à faire, je pars du principe que du coup je le ferai jeudi, vendredi. Si j'ai envie de travailler samedi, dimanche, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et donc ces 4 jours-là, je fais le blog. Après, ça peut être décalé parce que je peux avoir une urgence. En revanche, il faut que je sois hyper honnête avec moi-même. C'est-à-dire que je sais aussi que je me souhaite d'avoir des commandes, donc que j'aille à la poste, d'avoir des livraisons que je dois honorer. Je peux avoir, je me laisse quand même un espace-temps pour faire des petites choses à côté. C'est-à-dire que je me dis pas, c'est 4 jours pleins. C'est 4 jours en bossant aux 3 quarts de la journée. Est-ce que je peux avoir effectivement des contraintes qui vont s'imposer à ce moment-là que je vais devoir gérer le jour J. Donc c'est ça ma méthode, c'est effectivement de fonctionner avec quelque chose de très global sur tout ce qui est stratégie, très structurelle, etc. Et puis tout ce qui est vraiment fonctionnement du quotidien, c'est sur mon weekly planner. Et du coup je coche, je stabilote, je fluote, je fais ma vie, je suis bien contente et ça fonctionne pas mal. Alors, du coup, là, nous arrivons à la fin de ce podcast. La situation a bousculé le train-train quotidien de chacun. Qu'est-ce qu'on peut garder de positif de cette situation selon toi? Écoute, moi, vraiment le positif, il y a 2 choses positives. La première des choses qui me tient vraiment à cœur, c'est l'écologie. L'écologie a quand même beaucoup est la grande gagnante de ce confinement. Et c'est vrai que demain, on va tous devoir reprendre nos vies, on va tous reprendre la voiture, etc. J'ose croire qu'il va y avoir un changement des mentalités. Je pense qu'on a des outils pour faire des changements de mentalité, enfin, en tout cas pour changer notre façon de consommer. Parce que le télétravail est une force exceptionnelle aujourd'hui et pour l'écologie. C'est-à-dire que le fait de télétravailler va permettre à une entreprise type de réduire ses coûts, par exemple de loyer, c'est-à-dire qu'elle pourra prendre un local plus petit, faire tourner le personnel, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'on a 10 employés, prendre 5 employés, parce qu'il faudra toujours comme une présence à minima, 5 employés, je sais pas moi, le lundi, mardi, et les 5 autres le jeudi et le vendredi, et avoir un local qui soit moitié moins grand, en fait. Donc du coup, ça va avoir cet effet positif-là, qui est un effet économique positif, mais c'est même pas tant ça que je vois, en fait, parce que c'est vraiment pas ça ma finalité. C'est-à-dire que le télétravail va permettre aux gens donc, de faire moins de trajets. Moins de trajets, ça veut dire plus être dans sa voiture, plus être dans le métro, plus être dans le bus, etc. Donc un impact qui va être quand même bien moins sur l'environnement et qui, moi, me tient vraiment à cœur. À côté de ça, le télétravail aussi, ça permet à beaucoup de gens, moi je discute pas mal avec mes clientes, et elles me disent que ça leur permet du coup de gérer leur quotidien différemment. Elles sont très contentes de cette situation, alors pas nécessairement du confinement, mais en tout cas du télétravail. Et ça permet aux gens de se retrouver avec eux-mêmes, d'organiser leur journée différemment, de faire plus de choses, et donc d'avoir une qualité de vie bien supérieure. Donc c'est vraiment quelque chose de très très positif. Et mine de rien, il y a énormément de gens qui sont en télétravail actuellement, et notamment qui pensaient que c'était soit eux, soit les employeurs pas possible techniquement, et qui finalement se rendent compte que on n'a pas eu le choix, et que tout le monde s'est adapté, et que ça a très 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 bien fonctionné. Donc c'est quelque chose qui, je pense, j'espère en tout cas, va rester, parce que ça va avoir des conséquences écologiques énormes. Deuxième chose qui est extrêmement important, c'est qu'effectivement, je pense à tout le monde. Donc, on n'est pas tous effectivement logés à la même enseigne dans cette histoire de confinement, entre ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont dans des mini-appartements à 4, à 5, à 6, d'autres qui sont dans des choses un peu plus grandes. On n'est pas tous dans les mêmes conditions de vie, et ça je l'entends parfaitement. Après, cette période de confinement, j'ose vraiment croire qu'il va y avoir une
introspection personnelle d'un chacun. Et que tout le monde va pouvoir faire un peu le point sur ce qui fait pas, se retrouver avec soi-même, ce qui est difficile avec pour beaucoup de gens parce qu'ils sont pas en phase avec eux-mêmes en fait, parce que la société a tellement évolué vers la globalisation, vers l'hyperconsommation qu'on en oublie les essentiels, et que ce soit d'un point de vue personnel, d'un point de vue familial, relationnel. Et j'espère que les gens effectivement se tourneront beaucoup plus vers ça et que ça va pas rester un effet d'une période de 2 mois et que ça va avoir des conséquences vraiment sur leur vie parce que ils ne soupçonnent pas, même si en ce moment c'est peut-être un mal-être pour certains de se retrouver enfermé avec soi-même ou avec sa famille parce que c'est compliqué, parce qu'on n'arrive pas à gérer. Il faut réussir à redévelopper d'autres formes de communication, d'autres formes d'échange avec les autres, que ce soit verbal, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans le partage, que ce soit dans la cuisine, etc. Vraiment redévelopper tout ça, avoir un mode de vie qui soit plus sain, plus à l'ancienne. Parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on a perdues, malheureusement, je pense. Et j'espère que tout ça sera préservé, pour tous ceux qui ont fait cette démarche-là, en tout cas. J'espère que cela sera préservé post-confinement. Parce qu'ils ont vraiment gagné humainement et personnellement. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais te poser 3 questions bonus pour terminer ce podcast. Ouais. Alors, premièrement, tu parles du petit déjeuner, que c'est un moment très important pour toi, que c'est un moment inspirant. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? C'est variable. C'est variable. Ça peut être tout, n'importe quoi. Ça peut être crêpes pendant une semaine. Je dis, moi, je suis partie de cadre, en fait. Ça peut être crêpes pendant une semaine. En ce moment, je t'avoue que c'est du pain, du pain aux graines avec du crunch. Donc, c'est pas du tout équilibré, mais en fait, là, j'ai eu un délire, en fait. J'ai eu un délire. Donc, voilà. Mais c'est vrai que généralement, je vais plutôt vers du pain, beurre et surtout, du pain, beurre et des amandes. Donc après, ça peut évoluer. Parfois, j'ai une petite période porridge où je reviens d'Inde, le lendemain, je vais me faire 3 mois de porridge avec des dattes. Voilà. Ça peut un peu évoluer en fonction de mon humeur, de mes envies et de si j'ai envie d'un peu de folie dans ma vie, entre guillemets, on s'entend. Et donc voilà. Mais c'est vrai que globalement, ça reste plutôt ça. Donc à part le craquage du crunch pain, ça reste plutôt ça, homemade. Et parce que je mange quasiment que des produits faits maison, je fais mes yaourts, etc. Et ce que je trouve être extrêmement important. Mais l'essentiel du petit déjeuner, si je ne dois ne rien manger parce que soit j'ai pas faim, ce qui est assez rare, ou parce que j'ai pas le temps, mais ce qui pareil, j'aime pas ça, ça me rend grognon, c'est du thé. C'est-à-dire que le thé, en revanche, le thé c'est la base de mes boissons au quotidien, et ça je peux pas m'en faire. Donc il me faut ma tasse de thé le matin. Alors, ma deuxième question, c'est qu'est-ce que tu aimes bien faire? Quelle est ton habitude que les autres pourraient trouver curieux? Qu'est-ce que j'aime? Après, moi, je sais que je fais des trucs pas curieux en soi, hein, mais que, tu vois, moi, c'est vraiment bricoler, en fait. Mais je vais bricoler, genre, je vais prendre la scie sauteuse et je vais te couper des planches et je vais te faire un plan de travail de salle de bain, tu vois. Moi, j'aime les copains. Un jour, j'ai un copain qui a débarqué chez moi, j'étais 3 mètres de hauteur en train de poser ma trame. Et là, il m'a regardé, il m'a fait une blague. Mais genre, bon, alors après, c'était une blague genre mignon, genre, Sophie, je suis épatée. Je me dis, attends, t'as pas vu si la tringle, elle allait être droite ou pas droite? On n'en est pas arrivé là. Je suis que premier truc posé. Et du coup, il était là. Alors, il m'en reparle encore. Et pourtant, c'est un copain qui bricole énormément. Mais c'est vrai que moi, j'étais encore une fois. Moi, mon père m'a fait quand même. Non, mon père m'a beaucoup appris. C'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup de reconnaissance. Et du coup, je l'ai toujours vu bricoler. Et du coup, je bricole. Enfin, moi, je fais énormément de choses. Hein. Pareil, le jardin, je le fais. Enfin, tout ce qui est lié à la maison, en fait, et que je sais que mes copines ne font pas. Et c'est pas parce que c'est mes copines, en fait, il y a plein de gens qui le font pas. Donc voilà, je vais percer, je vais prendre ma perceuse. Moi, mon cadeau, un de mes cadeaux de Noël préférés, c'était la visseuse des visseuses manuelle, hein, enfin manuelle à pile. Hein, donc, genre, moi, je suis dans des délires un peu parallèles. Donc voilà, moi, mon petit plaisir, c'est de bricoler, c'est de m'occuper du jardin, tailler mes haies avec l'embout et tous les multi-embouts de style, voilà, et de passer ma débroussailleuse, etc. Donc je sais que c'est pas très commun pour une fille, c'est pas très glamour. Il y a beaucoup de gens qui vont là en disant non mais attends, toi t'es une fille, t'aimes faire ce genre de choses. Je fais non mais en fait ça m'épanouit énormément. Donc voilà, comme ça. Et enfin, tu nous as transmis ton amour pour la Réunion. Est-ce que tu aurais un endroit à nous partager?
Bah, il faut en choisir un en fait. Il y en a beaucoup, beaucoup. J'aime énormément les Hauts-de-l'Île, ça c'est certain. Je suis plutôt campagne que plage, mais il y a un endroit qui j'avoue, à chaque fois j'y vais, j'ai l'impression d'être ébahie. C'est le Tour des Roches, pardon, sur l'étang de Saint-Paul, où il y a les moulins à eau. Et je suis en parfaite admiration parce que pour moi, c'est la Réunion d'avant. C'est vraiment quelque chose qui est très préservé, qui est absolument magnifique. Et j'ai l'impression que c'est la Réunion d'avant. Enfin, il y a le ruisseau, il y a l'eau glacée, je mets pas mes pieds dans les temps, mais dans l'eau qui déverse dans les temps. Donc, vous inquiétez pas, je vais pas avoir des furonques et compagnie. Mais c'est une nature qui est extrêmement sauvage. Et puis là, il y a les enfants qui jouent, il y a tout le monde. En fait, c'est toute la Réunion, je trouve, qui se retrouve là. Et je trouve que cet endroit, avec les sous-bois, etc., est absolument exceptionnel. Donc ouais, c'est le tour des Roches à Saint-Paul. Merci beaucoup Sophie pour ce riche échange, plein de bons conseils. J'espère que pour vous aussi cela a été un agréable moment, que Sophie a pu vous transmettre sa passion d'entreprendre, de création et de décoration, ainsi que son optimisme à toute épreuve. Bah écoute, oui, merci Leslie en tout cas pour ton invitation. Ton invitation, je trouve que c'est une idée qui est hyper pertinente. Et, comme je te le disais par nos échanges, les podcasts, c'est un vrai outil actuel qui est très 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 intéressant. Donc je t'encourage dans cette voie, surtout que le nom est extrêmement bien trouvé et j'ai hâte d'écouter les autres interviews parce que bon, la mienne, je t'avoue qu'elle m'intéressera pas tant que ça, hein, mais d'écouter les autres interviews que tu vas faire parce que je trouve que les questions sont pertinentes et le projet est très intéressant. Merci d'avoir écouté, pensez à partager et à laisser 5 étoiles pour qu'on puisse retrouver facilement le podcast. Si vous avez dans votre entourage des entrepreneurs que vous aimeriez écouter dans le podcast, des citrons, laissez-moi un commentaire. À bientôt.